Bonsoir à toutes et à tous. Hello, hello, mesdames et messieurs. Soyez les bienvenus ici dans cette somptueuse et flambant neuve Arena Saint-Étienne Métropole, l'antre du Saint-Chamond Basket Vallée du Gier, pour fêter tous ensemble les 30 ans du club Gier. Je m'appelle Yann Cusack et j'ai le plaisir de vous accompagner tout au long de cette soirée. Deux grands temps forts avant d'aller tous nous retrouver derrière cette scène. Ce sera aux alentours de 22h, deux grands temps forts. Le premier autour de la belle et grande histoire du club avec de nombreux témoignages. Et puis le deuxième temps fort, vous le savez, nous allons passer un moment intime avec une très grande personnalité du sport français. Et tout de suite, sans plus attendre, pour nous accueillir ici, voici deux figures du club, Cédric Febraro et Yannick Marcon. Bonsoir messieurs, oui, ils ont lu le mémo, les baskets sont là, super tenue, c'est chic en basket. Les point guards, mesdames, messieurs, les meneurs de jeu, comme on dit au basket, de ce club Gier, Cédric, l'ancien président du club, qui vient de passer le flambeau tout récemment. Tu es directeur général de l'usine de Saint-Chamond du groupe canadien Linamar, spécialisé dans la fabrication de pièces moteurs et de transmissions pour les constructeurs automobiles. Quelques remerciements pour commencer. Oui, merci Yann. Bonsoir à tous. Nous sommes ravis de vous accueillir dans cette magnifique arena. Nous vous remercions d'être tous en nombre présents ce soir. Ce sont 750. 750 personnes. Et pour cette belle soirée d'anniversaire pour les 30 ans du Club Gier. Je souhaite aussi plus particulièrement remercier nos partenaires publics et privés, la région Aura, le département la Loire, la métropole de Saint-Étienne et la ville de Saint-Chamond, l'UIMM et pour finir, le Crédit Agricole. Quelques mots sur l'ADN du club. Puisqu'il paraît qu'une image vaut mieux que 1000 mots et surtout pour éviter un long discours, je vous propose de suivre le Club Gier en images. C'est parti la vidéo. Le Club Gier est un club d'entreprise qui rassemble et agit pour l'industrie. Petite, moyenne, grosse structure, c'est la diversité qui fait notre richesse. Notre souhait est d'être le partenaire privilégié des industriels du territoire au service de leur développement et de leur performance économique. Depuis 30 ans, l'histoire est écrite par des hommes et des femmes avec la volonté de mutualiser et d'agir en commun. Le club a été créé par des industriels de la vallée du Gier avec la conviction qu'ensemble on est plus fort dans le partage, l'entraide et la convivialité. La convivialité permet de créer des liens, car le club, c'est bien plus qu'un simple réseau, c'est avant tout une expérience humaine. Et je vous laisse découvrir ça par vous-même.
Voilà pour cette vidéo autour du Club G. Une histoire qui dure, Cédric, hein, c'est du solide tout ça, ça fait 30 ans que ça dure. Oui, Yann, si le club existe encore depuis 30 ans, c'est que c'est un club solide. Sa première force, vous l'aurez compris, c'est l'humain. Comme le dit Laetitia Lemaneur, notre déléguée générale, c'est grâce à l'investissement d'hommes et de femmes qui contribuent tous les jours, depuis 30 ans, à promouvoir le club et à assurer sa pérennité. L'humain et 3 valeurs références. Exactement, des valeurs piliers fondamentales pour nous, qui sont l'entraide, le partage et bien entendu la convivialité. La convivialité, c'est donc, je vous le rappelle, à 22 h qu'on ira boire un coup tous ensemble. Derrière cette scène, Cédric, tu as été le président du changement durant ces 4 années. Tu viens de passer le flambeau à Yannick. C'est quoi ton souhait pour la suite, ton vœu le plus cher? Oui, j'ai été président pendant 4 belles années, pas forcément les plus faciles, entre Covid et restructuration. Maintenant, je vais être au bureau, je continue ma mission au bureau maintenant en tant que trésorier, donc je serai assis sur la caisse. Et puis, comme tout le monde le sait, un club d'entreprise, c'est avant tout une équipe. Et aujourd'hui, je suis particulièrement fier de pouvoir passer le relais à un industriel que j'apprécie beaucoup, qui est Yannick Marcon. Yannick Marcon, le propriétaire et dirigeant des établissements Pichon, acteur majeur de la grosse construction mécanique, une entreprise bientôt centenaire. Yannick, toi en tant que nouveau président du Club J, c'est quoi le positionnement précis affiché pour ce club, son nouveau rebond? En effet, Yann, pour capitaliser sur ce rebond, on a beaucoup travaillé avec le CA. Et d'ailleurs, je voudrais commencer par remercier tous ses membres pour leur temps et leur implication. Car rappelons-le, on est tous bénévoles, convaincus de l'utilité du Club J. Alors aujourd'hui, je suis fier de vous dire que le maître mot du club, c'est l'industrie. C'est notre histoire, c'est notre ancrage et c'est tout simplement ce qu'on sait faire de mieux. On a vu à l'instant fugacement les membres du CA. Vous êtes une véritable team de sport industriel, si on peut dire. C'est quoi les profils qui constituent votre équipe? Alors, comme l'a dit Laetitia, c'est la diversité qui fait notre richesse. Petits, moyens, et visiblement, même les gros sont les bienvenus. Yannick, les gros, tu parles de moi là? Ouais, si tu veux. Ouais. Les petits, les moyens et les gros, vous avez 160 adhérents avec une segmentation 60-40. C'est ça, 60% dédiés à l'industrie et 40% au service, mais reliés bien entendu à l'industrie toujours. Tu as 2 membres en particulier à saluer. Oui, alors, en parlant de membres, je voudrais saluer 2 personnes. La première, c'est un des plus anciens, si ce n'est ancien, adhérent, qui est là depuis 30 ans, et non pas des moindres, puisque c'est l'ancien président, c'est M. Olivier Maisonneuve. Olivier Maisonneuve, il est où Olivier? Bonsoir. Et le petit dernier? Et le petit dernier, la société Sora à Givoire, qui est là depuis 3 jours. 30 ans et 3 jours. Le Club J, c'est la performance, le développement économique, le rayonnement sur le territoire. Et pour cela, vous avez en magasin plusieurs actions. Un mot sur les projets, les chantiers à venir? Avant de parler de projet, il y a une petite chose que je voudrais rajouter, c'est que le Club J, l'adhésion, c'est l'adhésion entreprise. Ce n'est pas uniquement dédié aux dirigeants, et il faut que tous les membres encadrants soient les bienvenus au club. Il ne faut pas qu'ils hésitent. Au niveau des actions, l'idée, c'est d'apporter de la valeur ajoutée. Donc, on va continuer par faire ce qu'on sait bien faire, les salons, les formations et les commissions, comme celle des ressources humaines. Et puis, on va aller un peu plus loin, puisqu'on vient de lancer une commission sur l'innovation et la veille prospective. Un mot sur le prochain salon auquel vous allez participer? Le prochain gros salon, ça sera Global Industrie à Lyon, du 7 au 10 mars 2023. Et puis vous avez un autre projet, un gros projet à moyen terme qui vous tient à cœur, c'est le projet PEI. Qu'est-ce que c'est que ça, le PEI? Alors, c'est le pôle entrepreneuriat et innovation. Alors, c'est un projet sous l'égide de Saint-Étienne Métropole que je voudrais remercier ce soir puisqu'il nous permet de participer. Alors, qu'est-ce que c'est que le PEI? C'est tout simplement la rénovation de la Halle 14 sur le site de Nova Syrie à Saint-Chamond dans le but de créer un pôle de compétences industrielles dans lequel le Club J souhaite y prendre toute sa part. Voilà pour le prochain projet en magasin. Mesdames, Messieurs, vous pouvez retrouver d'ailleurs sur le site internet du club l'ensemble des informations. Vous voyez la page, la home page du site qui s'affiche à l'écran. Cédric, tu as cité
tout à l'heure vos partenaires sans qui cette soirée n'aurait pas été possible. Eh bien, Cédric et Yannick, on va les accueillir ensemble sous vos applaudissements. Mesdames et messieurs, voici Gaël Régnard, Philippe Rascle, Georges Ziegler, Hervé Reynaud, Aline Mousséguian et Dominique Schuffenecker. Venez par ici. Vous n'avez pas attrapé de micro au vol. Alors on va chercher les micros. On va apporter les micros ici, ouais. Voilà, les premiers micros, on va donner pour commencer à Gaëlle ici. Gaëlle Régnard, vous êtes directrice générale du Crédit Agricole Loire-Haute-Loire. Bonsoir, merci d'être avec nous ce soir. Vous êtes partenaire historique du club JE pour une raison très simple. Bonsoir Yann, bonsoir à tous. Effectivement, une raison très simple et puis aussi une raison plus fondamentale. La raison très simple, c'est qu'on est la banque d'une entreprise sur deux et donc ça, en Loire et en Haute-Loire, ça nous engage vis-à-vis de nos clients et ça explique l'histoire de plus de 20 ans avec le club JE. Et puis la raison plus fondamentale, c'est qu'on sait tous en ce moment qu'on navigue un peu à vue dans un environnement incertain, politique, économique. Et finalement, il y a une chose qui est claire, c'est qu'on a des grands défis à relever. Le rebond des territoires, la souveraineté industrielle et alimentaire, et puis le réchauffement climatique. Et donc, moi j'ai une conviction, c'est que finalement c'est la coopération et les partenariats qui nous permettront de trouver les solutions au plus près des territoires. Et c'est ça aussi, construire des partenariats. Vous avez des incertitudes à court terme, mais des certitudes à long terme. On a compris pourquoi vous souteniez le club JE, mais particulièrement pour cette soirée aujourd'hui, vous ne pouviez pas ne pas être là. Être partenaire, c'est être partenaire en tout temps et notamment dans les temps forts. Et on ne va pas bouder notre plaisir ce soir. On était là pour les 20 ans, c'était une très belle soirée. Ce soir, ça s'annonce vraiment exceptionnel. Et puis dans un bel endroit, cette nouvelle arena qui célèbre le thème du sport, auquel on est aussi très attaché au Crédit Agricole avec le sport école de la vie. Le sport, effectivement, le thème de ce soir, sport et entrepreneuriat, mesdames, messieurs, leurs valeurs communes qui résonnent en vous, car vous êtes une bonne sportive. Alors, je suis une sportive régulière. Régulière, d'accord. Voilà, je fais du vélo de route et de la boxe taille depuis 15 ans. Et en fait, ça m'a toujours aidée dans ma vie de dirigeante. Je pense qu'entre sport et entreprise, il y a vraiment des valeurs communes, effectivement. Déjà l'énergie, la capacité à augmenter un collectif, le mental, qui est très lié à la connaissance de soi. Donc la capacité de se dépasser, mais aussi la raison qui permet de savoir récupérer. Et ça, c'est très important pour un dirigeant. Et puis finalement, la part de rêve qui permet de prendre des risques, d'entreprendre et puis de repousser les limites. Le rêve grâce au sport, un truc en 10 secondes, votre truc pour garder la forme, s'entretenir sur la longueur, comme on dit. Les journées sont très longues, donc j'essaye tous les matins d'avoir une petite routine de réveil musculaire et méditation, 5-10 minutes. Réveil musculaire et méditation, merci beaucoup Philippe Rascle. Vous êtes président de l'UIMM Loire. L'UIMM, vous connaissez, mesdames, messieurs, pour l'Union des industries et métiers de la métallurgie, autrement dit le syndicat des entreprises de la métallurgie, une structure qui représente 1200 entreprises de la métallurgie de la Loire et de l'arrondissement d'Issingeaux, qui emploie 24 000 salariés. Il y a 2 sujets qui vous occupent actuellement. 1, la nouvelle convention collective, et 2, les problèmes énergétiques de l'industrie. Sur la nouvelle convention collective, vous en êtes où? Qu'est-ce que vous voulez qu'on retienne ce soir? Dire d'abord que, vous l'avez vu, l'ADN du club JE, c'est l'industrie, donc évidemment qu'on est concerné, puisqu'on défend aujourd'hui les valeurs de l'industrie, et on essaie de contribuer à la défense des industriels, et donc évidemment les adhérents du club JE. On a un travail qui a été engagé au niveau national sur cette nouvelle convention collective depuis 5 ans. Aujourd'hui, on a 76 conventions collectives territoriales, à peu près une par département environ. À partir du 1er janvier 2023 et 1er janvier 2024, en 2 temps, on n'aura plus qu'une seule convention collective nationale. Ça a été un boulot extraordinaire à mener avec les syndicats. Je sais que le thème, c'est le sport. On a eu des réunions, je peux vous dire que c'était du sport. Ça a été assez compliqué. On arrive au bout et donc l'application est donc pour la partie protection sociale au 1er janvier 2023 et pour tout le reste au 1er janvier 2024. Ça concerne évidemment l'ensemble des adhérents et nos adhérents de la métallurgie qui sont adhérents du club JE. C'est une petite révolution dans les entreprises aussi, dans le management, dans la manière d'aborder les relations sociales.
voilà, donc c'est une thématique qui sera très forte dans les années à venir, et on accompagne évidemment les industriels sur ce sujet et évidemment ceux qui adhèrent au Club J. Deuxième thématique, les problèmes énergétiques. Sobriété énergétique, c'est compatible avec l'industrie? C'est quoi vos défis? Oui, alors on défend évidemment les valeurs de l'industrie. Les industriels sont par nature de gros consommateurs d'énergie, notamment dans la partie process. C'est extrêmement compliqué aujourd'hui de réduire les consommations énergétiques. On est évidemment tous favorables à la décarbonation, à moins consommer évidemment, mais aujourd'hui c'est une véritable problématique. Donc on défend nos industriels au plus haut niveau de l'État pour éviter des coupures de gaz et d'électricité dont on nous dit aujourd'hui qu'elles seront quasiment inéluctables. Voilà, donc c'est des sujets. On accompagne aussi les entreprises. On défend la réindustrialisation. On parle de réindustrialisation. On ne peut pas nous dire il faut réindustrialiser et puis derrière nous couper le gaz et l'électricité. Donc on porte haut et fort les valeurs de l'UIMM et des industriels qu'on défend pour éviter de se retrouver dans des situations complexes. Je le rappelle, ça a été dit tout à l'heure, Cédric l'a dit, après le Covid, après l'augmentation des matières premières, aujourd'hui la crise énergétique, c'est très compliqué. Notre président national, Éric Trappier, le président de Dassault, a alerté au plus haut sommet de l'État en disant qu'un certain nombre d'entreprises risquaient de ne pas passer. Donc voilà, on défend les intérêts, c'est aussi les missions de la métallurgie. Merci beaucoup. Bonsoir, Monsieur le Président du Conseil départemental de la Loire, Monsieur Georges Ziegler. Vous avez une bonne partie des forces vives du département devant vous, et notamment de la vallée du Gier. Oui. Alors c'est normal, parce que la vallée du Gier, c'est là qu'est née l'industrie dans la Loire. Ce qui nous pose quelques problèmes, enfin, ce qui nous en pose, puisque maintenant, depuis qu'il y a la loi NOTRe qui est passée, enfin, cette loi que je n'arrive pas à l'appeler la loi NOTRe, je dis la loi LEUR. Hein, parce que sincèrement, on a été exclu, donc le conseil départemental, de tout ce qui concernait l'économie, à l'exception de l'agroalimentaire et de la forêt. Je tiens à saluer d'ailleurs M. Jean-François Chorin, qui est là, qui est l'ancien président de Fibois et qui est conseiller départemental et qui s'occupe de ces questions. Alors ce qui fait qu'effectivement, moi, j'ai de très bons souvenirs du travail, que ce soit avec Cédric Barrault, que ce soit avec les anciens présidents, que ce soit avec l'UIMM. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le département n'a plus la compétence économie. Elle a été dévolue à la région, hein, avec l'État aussi, et à la métropole. Mais donc le département, il s'occupe quand même de favoriser la vie des gens. Et puis, il a un budget qui est important, c'est 880 millions d'euros. Sur ces 880 millions d'euros, on a 65% pour le social, et c'est quand même important, parce qu'on gère le bien-être de nos concitoyens qui vivent dans ce département. Et puis on investit quand même 110 millions d'euros. Et 110 millions d'euros, ça permet de faire beaucoup de choses. Et ça rejaillit effectivement sur les entreprises, ça donne du travail aux gens qui sont ici. Il y a 84% des maires de la Loire, on a fait un sondage, qui ont dit que sans l'aide du département, ils ne seraient pas arrivés à mener leur projet à bien. Les 16% restants, ils étaient amnésiques. Très bien, bien. Un maire, nous en avons un à vos côtés. Bienvenue chez vous, monsieur le maire de Saint-Chamond et premier vice-président de Saint-Étienne Métropole. Hervé Reynaud, bonsoir. Vous sortez à peine du conseil communautaire. Merci d'enchaîner à nos côtés sur cette scène. Ça représente quoi, le Club J pour vous? Ça représente un savoir-faire qui pousse à l'excellence et puis un dynamisme sur le territoire, un vrai projet de territoire. Et on le voit encore ce soir à travers cette opération, ces 30 ans. Voilà, ça fait plaisir d'être un anniversaire. Et je vous confirme que sortir d'un conseil métropolitain, c'est aussi un peu du sport. Vous enchaînez effectivement avec nous ce soir. Aline Mousséguian, bonsoir. Vous êtes représentante du président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Laurent Wauquiez. Accompagner le Club J ce soir, c'était évidemment une évidence pour la région. Oui, alors déjà, merci pour l'invitation et enchantée et très ravie de représenter notre président de région, Laurent Wauquiez, qui accorde beaucoup d'importance à l'économie. Comme l'a dit tout à l'heure le président du Club J, Yannick, l'industrie, c'est le point d'orgue du Club J et ça tombe bien, puisque la région Auvergne-Rhône-Alpes est la première région industrielle de France, 52 000 établissements, 510 000 emplois industriels. Ça représente à peu près 15% des emplois en région Auvergne-Rhône-Alpes, donc un poids très important.
Donc ça fait vraiment partie des points importants de la région. Pendant la crise Covid, on s'est rendu compte qu'il y avait des manques, malgré tout, qu'on avait besoin de retrouver une certaine souveraineté industrielle. Et c'est pour ça qu'en décembre dernier, au niveau régional, on a voté le grand plan de relocalisation qui va nous permettre, d'une part, de donner une puissance aux entreprises déjà présentes sur le territoire au niveau de leur croissance, mais aussi de relocaliser des productions qui sont faites à l'étranger afin de pouvoir trouver cette souveraineté sur les filières stratégiques. Alors, il va y avoir bien sûr des moyens qui sont mis en place. Hein. C'est 1,2 milliard d'euros sur 6 ans, avec comme objectif 30 000 emplois industriels de créer sur notre région. Donc, on voit l'impact important de ce dispositif, à savoir que déjà, depuis le début d'année, c'est 4 000 emplois qui sont vraiment créés. Donc, une importance réelle. Il y a aussi des outils. L'agence Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises, et j'invite tous les chefs d'entreprise qui sont ici présents de se diriger vers cette structure qui permet d'accompagner les entreprises sur leur développement. Et puis également, alors peu de personnes connaissent ce dispositif, c'est le fonds souverain régional qui a été aussi mis en place en début d'année. Et là, c'est des privés comme vous et moi qui pouvaient investir dans ce fonds souverain. Mais l'argent qui est récolté va directement sur les entreprises régionales. Donc, on réinjecte l'argent de la région dans les entreprises. La région soutient la région Auvergne-Rhône-Alpes, première région industrielle de France. Bonsoir, monsieur Dominique Schuffenecker. Vous êtes secrétaire général, sous-préfet de Saint-Étienne. Bonsoir, mesdames et messieurs. Écoutez, d'abord, je dois vous dire que je suis très heureux d'être ici, dans ce temple du basket, mais c'est un bâtiment fantastique qui symbolise finalement le dynamisme et le sens de l'innovation du Gier, mais au-delà de la Loire. Donc, je voulais vous dire que l'État est bien sûr plus que favorable au développement économique, puisqu'il crée des emplois. Et donc, je tiens vraiment à vous dire ici que le développement économique, c'est vraiment quelque chose de très important et que l'État est là pour l'aider, pour favoriser le développement économique et pour l'accompagner. Alors, vous allez me dire comment? Alors, d'abord, il y a effectivement les aides. Elles sont souvent jugées insuffisantes, je le sais bien, mais en tout cas, elles existent. Par exemple, pour ce territoire du Gier, à travers le plan de relance, il y a eu quand même 24 lauréats, ce qui a représenté 5,8 millions d'euros pour le plan de relance. Pour ce qui concerne la baisse des impôts de production, ce sont, dans la Loire, 7 900 entreprises qui en ont bénéficié, ce qui représente 95 millions d'euros. C'est quand même des sommes qui sont importantes. Mais au-delà de ça, pour moi, le rôle de l'État, c'est de créer un écosystème favorable au développement économique. Et là, je voulais vous dire que j'ai donné mon numéro de téléphone à votre ancien président et à votre nouveau président, et je leur ai bien expliqué que j'étais à leur disposition. J'étais à leur disposition à chaque fois qu'il y a un projet qui a besoin d'une aide de l'État. Nous, on réunit à la préfecture ou même, pourquoi pas, sur site, on réunit tous les partenaires, c'est-à-dire les services compétents de l'État, mais aussi les services de Saint-Étienne Métropole, les services du département, les services de la région, ce qui offre au chef d'entreprise d'avoir devant lui, en même temps, tous les partenaires qui vont pouvoir l'aider. Et ça, on l'a déjà fait à plusieurs reprises et on continuera de le faire. Et je dis aux chefs d'entreprise ici, n'hésitez pas à vous adresser à moi pour l'arrondissement de Saint-Étienne et à mes collègues sous-préfets pour celui de Montbrison et celui de Roanne. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir. Le passe-président et le président qui arrivent ont bien noté votre 06. Merci beaucoup, monsieur le sous-préfet. Merci, on vous raccompagne, mesdames, messieurs. Vos applaudissements, merci beaucoup. Et on garde un rythme basket pour enchaîner sur le prochain plateau. Le club Gier, vous l'avez compris, un club chargé d'histoire avec un H majuscule, un club qui compte en son sein des membres qui ont écrit l'histoire du club et l'histoire du territoire, mais qui doivent se renouveler pour continuer à rayonner. Voici leurs histoires. Première thématique, histoire et renouveau, avec Pierre-Olivier Faure, Maxence Chabanne, Michel Kékayas et Guillaume Vernet-Caron. Bonsoir
prenez place derrière ce beau desk. On va commencer avec vous, Maxence Chaban. Vous avez choisi de nous présenter 2 produits phares. Qu'est-ce que vous avez amené aujourd'hui? J'ai amené 2 choses qui symbolisent un peu l'histoire de notre entreprise. Regardez, la caméra elle doit être par ici. Bon, on va vous trouver, c'est repris sur l'écran. Voilà, regardez, ça marche très bien. Ça, c'est tout petit, c'est une pince à linge. C'est comme ça que mon grand-père a démarré l'entreprise Chaban à Saint-Galmier dans les années 50, en industrialisant la fabrication de ressorts de pince à linge. Et puis, au fil des années, on a développé un savoir-faire dans le travail du fil métallique, la transformation des métaux. Et dernièrement, avec l'arrivée de mon frère, qui n'est pas là ce soir, mais l'arrivée de mon frère dans l'entreprise, on a bifurqué un petit peu, diversifié notre activité vers l'énergie solaire et le développement de petits produits solaires. Pince à linge, lampe de poche solaire, mais pour vous, la diversification passe par un développement à l'international et par l'Afrique de l'Ouest. Comment elle vous est venue cette idée d'aller découvrir l'Afrique de l'Ouest? C'est mon frère, à la fin de ses études, qui est parti au Burkina Faso s'installer par conviction. Et puis, on a développé ensemble, du coup, en utilisant les moyens de l'entreprise française, notre PME qui est bien structurée en termes d'industrie. On a utilisé ces moyens-là pour développer un schéma un peu identique en Afrique pour fabriquer des petits produits solaires. On voit quelques images. On fabrique ces lampes au Burkina, au Bénin, au Sénégal, bientôt en Haïti aussi. Et on vend ces produits-là exclusivement au marché, aux associations, aux ONG qui redistribuent nos produits pour les gens qui ont besoin d'éclairage, comme on le voit sur la petite photo. Et tout est né dans la vallée du Gier. Il y a Dominique, votre papa, qui est dans la salle. Vous êtes où, Dominique? On va vous approcher un micro. Et puis, voilà, la poursuite arrive sur vous. La transmission, bonsoir monsieur, merci d'être avec nous ce soir. La transmission, c'était important pour vous, hein, c'est une entreprise familiale. Oui, c'est très important de transmettre. Je l'avais moi-même succédé à mon père en 1990. Et donc j'étais très content d'avoir des enfants suffisamment compétents pour reprendre le flambeau. Et on a fait une opération de transmission qui s'est déroulée progressivement sur quelques années. Vous ne les avez pas pris pour des fous quand vous les avez passé la main il y a 7 ans, qu'ils vous ont parlé d'Afrique et de lampes solaires à partir du fil métallique? J'allais déjà très souvent au Burkina soutenir mon fils aîné qui avait créé ces lampes solaires. Donc quand on a décidé d'industrialiser cette lampe sous la forme que vous voyez sur la table, on va montrer à la caméra encore, ouais. J'ai participé activement avec lui à l'industrialisation de cette lampe, parce que c'était un projet qui nous tenait à cœur. Précédemment, ils faisaient des lampes solaires à partir des petites lampes à pétrole qu'ils ont en Afrique, qui supprimaient le pétrole, ils mettaient des batteries et puis des diodes, et ça marchait très bien aussi, mais c'était moins industriel, et on pouvait en faire de façon moins nombreuse, quoi. À votre credo, transmettre évidemment une entreprise saine et sereine pour voir l'avenir sereinement, justement. Dernier mot en disant. Oui, un dernier mot pour dire qu'on a eu aussi beaucoup de chance d'hériter d'une entreprise bien structurée, bien gérée. Et c'est aussi ce qui fait que ça s'est si bien passé, que ça se passe si bien. J'en profite voilà, pour remercier aussi, quoi. Très bien. Bonsoir Guillaume Vernet-Caron. Vous avez à cœur de transmettre des savoir-faire ancestraux. La souveraineté est importante pour vous. L'importance du Made in France, racontez-nous ça. Oui, alors pour le coup, Vernet-Caron, ça fait partie des vieilles maisons françaises. Aujourd'hui, on est le premier et le dernier fabricant français d'armes de chasse, de petits calibres militaires. 200 ans d'histoire, 10 générations. On est sur un vieux métier, l'armurerie, avec des savoir-faire ancestraux qu'on essaie de transmettre aux générations suivantes. C'est un sport d'équipe, hein, l'armurerie aussi. Hein. On ne pouvait pas travailler tout ça dans notre coin. On travaille des canonniers, des quadrilleurs, des monteurs sur bois, des monteurs sur crosse. C'est un vrai métier d'équipe. Et pour le coup, on est sur un métier qui ma foi, cherche toujours à mettre le cursus entre le bon niveau, entre la tradition et l'innovation. Et c'est vrai que quand on parle d'innovation dans notre métier, toutes les armes ont à peu près été toutes inventées, mais Vernet-Caron, dans son histoire, est parti de la chasse pour aller sur la sécurité, avec le flashball notamment. Et puis dernièrement, on vient de mettre un pied dans la défense. Et avec cette notion de souveraineté chevillée au corps, c'est-à-dire que ça fait 200 ans qu'on fait effectivement du Made in France et on y tient. Et aujourd'hui, ça nous donne, on parle beaucoup de réindustrialisation, on n'est jamais parti.
Voilà, donc attaché à la souveraineté, au Made in France. Et donc vous évoluez, votre évolution passe par la sécurité, la défense. Merci beaucoup Michel Kekayas de l'entreprise BIC. Une intervention autour de la RSE. Tu as à cœur de transmettre des valeurs autour de la RSE, à commencer par le volet social. Exactement. Tout d'abord, BIC est une entreprise centenaire située sur Saint-Chamond, sur notre territoire, qui a su se renouveler depuis de nombreuses années, qui est parti du chiffon traditionnel à un métier peu valorisant ou peu valorisé, vers des techniques plus pointues qui permettent le recyclage et l'évolution par rapport au monde de l'environnement. Donc sur un plan social, BIC, de par sa nature, a toujours été une entreprise ouverte à tout public, au sens où notre métier est un métier de main-d'œuvre peu qualifié, qui peut s'adresser à tout type de public. Donc historiquement, on a connu les vagues d'immigration, il y a eu énormément d'intégration depuis les années 70, et au jour d'aujourd'hui, nous avons fait le choix d'aller toujours vers cette ouverture en s'ouvrant vers le monde du handicap. Et nous avons créé une filiale qui s'appelle Trimatex, qui emploie une trentaine de personnes handicapées sur le site de Saint-Chamond et qui est orientée également sur le tri et la valorisation textile. Nous, je dis au passage également, notre société permet aussi d'accueillir 3 Ukrainiennes qui sont réfugiées en France et qui travaillent au sein de notre entreprise. RSE autour du social, de l'environnement, et puis tu as à cœur de pérenniser une entreprise familiale avec l'éthique comme cheval de bataille. Oui, un petit volet peut-être rapide sur l'environnement. Nous avons fait le choix pour pérenniser notre entreprise d'aller vers l'économie de fonctionnalité. Un beau mot qui veut dire quelque chose. Pour la faire simple, on s'est tourné vers le service à l'entreprise pour trouver de la valeur ajoutée et nous permettre de résister et de rester en France. Et nous proposons un concept de fourniture de reprise d'essuyage, un concept environnemental qui permet aux entreprises de limiter leur impact et en fait de simplifier leur système par l'apport de ce service. Voilà le point social, le point environnemental, et donc sur la pérennisation de l'entreprise familiale avec l'éthique chevillée au corps. Voilà, tout simplement, c'est une entreprise familiale au vrai sens du mot. C'est-à-dire que dans notre personnel, nous avons une 3e génération, nous avons des frères, des sœurs, des cousins, des cousines qui ne font pas partie de ma famille, mais qui ont vécu cette aventure depuis déjà 3 générations. Et on a à cœur de poursuivre cet esprit et cette éthique, et notamment au travers de mes deux pardonnez-moi. De mes deux enfants. 2 enfants, voilà donc, un peu d'émotion. Ils sont là ce soir. Qui s'appellent Guillaume et Alexandre et qui sont là. Ils sont là, ils sont où, Guillaume et Alexandre? On peut les saluer. Ils sont où? Ils sont voilà, bonjour, bonsoir messieurs, salut. Et voilà, qui auront à charge de poursuivre cette aventure avec des compétences nouvelles et un dynamisme à toute épreuve. Merci, donc, voilà. Merci beaucoup et coucou aux 2 fistons. Merci. Belle aventure familiale du côté de l'entreprise Fort, père et fils, avec Pierre-Olivier Fort. Salut Pierre-Olivier, l'entreprise familiale. Donc, vous avez un savoir-faire historique en gestion de projet, chaudonnerie, soudure, usinage, montage mécanique, pièces de moyenne et de grande dimension. On voit d'ailleurs ici l'atelier. Est-ce qu'on a la photo de l'atelier, l'usine vue du ciel? Vous fabriquez notamment des générateurs de vapeur pour les centrales nucléaires. Et ce soir, tu nous proposes de feuilleter ton album de famille sur cet écran. Ça se passe, regarde devant toi. Qu'est-ce qu'on voit là? Alors, pour reprendre, la société a été créée en 1946 par mon grand-père, qui est sur la photo, sur le côté droit. Donc ma grand-mère, mon arrière-grand-père, mon père qui est au centre. Donc là, on est dans les années 60. Donc c'était la succession qui était assurée. Donc mon père et mon oncle. Je reprends moi la société en 2008 avec Didier Paulet, qui est mon cousin. Bon, là, on me voit il y a quelques années, il y a une vingtaine d'années. Quel âge et quelle année, ça? Je dirais 2000, donc 26 ans, à peu près. D'accord, on fait le calcul, ok.
Comment? On fait le calcul pour connaître ton âge, très bien. Oui, voilà. Donc il y a une vingtaine d'années. Donc c'était mes débuts. Avec Didier, on est rentré en fin des années 90 et pour intégrer la société jusqu'à l'année 2008 où on a pris en soi notre envol et voilà. Tu as travaillé 3 ou 4 ans en binôme avec ton père, Marius, qui est avec nous ce soir. Il est où, Marius? Bonsoir, Marius. Oui, bonsoir à tous. Voilà, vous avez une entreprise qui se transmet de père en fils, mais vous transmettez aussi la carte de membre du Club Gier, car vous avez été à l'origine du club et vous y êtes resté durant 20 ans. Quelques mots sur cette aventure au sein du club? Oui, j'ai eu la chance de participer effectivement au début du club avec Michel Offrand, avec Christian Roux, Olivier Maisonneuve, Brigitte, bien sûr, qui était toujours là. C'est une aventure qui a été quelque chose de très important parce que, comme vous le faisiez remarquer tout à l'heure, ce qui est important dans la société, c'est de s'entraider et d'être regroupés. Et là, on se retrouvait sur des salons. On a énormément eu la possibilité de se faire connaître grâce au Club Gier. Et ça, c'est quelque chose qui nous a apporté un plus à l'entreprise. Et je suis content que la suite puisse être en place avec Pierre-Olivier et son cousin, effectivement. Et c'est très encourageant pour les gens comme nous, parce que je parle avec mon ami qui est à côté de moi, mais c'est vraiment quelque chose qui est vraiment important, parce que là, pour nous, c'est une continuité, étant donné, comme il l'a dit, l'entreprise a commencé avec papa en 1946. Nous, on y a passé 40 et quelques années dedans. Et maintenant, Pierre-Olivier est intégré et il fait très bien les choses. Et je crois qu'il est bon de passer le flambeau aux jeunes parce qu'ils sont performants. Bravo. À propos de transmission, Pierre-Olivier, tu as 3 enfants. Est-ce qu'il y en a un qui va reprendre la suite? Est-ce que c'est déjà prévu? Eh bien, prévu, non. J'ai 3 garçons. Les 2 premiers s'orientent vers d'autres horizons. Ils ne sont pas du tout dans ce secteur d'activité. Après, le 3e, qui s'appelle Paul, a 10 ans, donc affaire à suivre, mais rien de garanti. Mais Paul, le bien nommé, qui porte le même prénom que son arrière-grand-père, c'est un signe du destin, qui sait, mesdames et messieurs. Merci à tous les 4. Je vous raccompagne, vous laissez les micros, oui, merci. Allez, toujours le rythme basket avant d'accueillir dans un quart d'heure, on l'espère, notre invité prestige. 2e thématique, industrie et territoire. D'autres invités tout de suite qui font la vie du Club Gier. Voici Pierre Vandeville, Jean-Jacques Laurent, Franck Ginet, Jean-Marie Matelin, Didier Forestier, Yannick Fayolle et Cédric Texier. De passage de gauche à droite. Bon, bonsoir Jean-Jacques Laurent, tu es dirigeant de l'entreprise André Laurent. Allez, je te laisse 45 secondes top chrono pour nous pitcher ton entreprise et tes activités autour de la boulonnerie. C'est parti. Je vous ai amené une pièce qui est assez emblématique de notre entreprise. Évidemment, c'est une petite pièce pour raison évidente, pour la porter. On fait les mêmes pièces diamètre 100 sur des longueurs de 2 mètres. Qui sont forgés, usinés et roulés. Alors le roulage, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, c'est un procédé de filetage par écrasement de la matière et non pas par enlèvement de copeaux. Et ça, c'est une pièce on est assez fiers parce qu'elle est très emblématique de notre métier, qui est montée sur les CFM 56, donc chez Snecma anciennement et Safran Aircraft Engines maintenant, et qui sont montés sur tous les avions Boeing et Airbus. Ton levier de croissance à toi, c'est l'international. Alors, l'international représente 60% du chiffre d'affaires de l'entreprise, donc c'est vrai que c'est important. Moi, je mise beaucoup sur l'international. Je cite toujours ces 2 chiffres parce que pour moi, ils sont importants. Le premier, c'est que l'industrie française ne représente malheureusement que 10% dans le PIB français, alors qu'en Allemagne, ça représente 25%. Donc, ça sous-entend que l'international, c'est véritablement un levier de croissance pour nos entreprises. Avec
Tu aimes souligner les petits échecs, l'achat d'une entreprise au Maroc? Oui, on a toujours on a racheté une entreprise au Maroc, ça a été un échec. Bon, mais de nos échecs, on apprend évidemment. On a créé une agence commerciale, une Woofi, ce qu'on appelle en Chine, où là plutôt ça a été une réussite puisqu'on est monté à 2 millions d'euros de chiffre d'affaires avec plutôt d'une bonne marge. Et donc je reviens sur l'international. Si au sein du Club G, parmi de nombreux entrepreneurs, entrepreneuses au sein de cette audience, de venir participer au sein du Club G lors d'une commission, on a un regroupement pour pouvoir assurer son développement, sa croissance ou accroître le développement à l'international, je suis preneur de ce genre de démarche pour pouvoir mutualiser les bonnes pratiques, chasser en meute, c'est la grande mode, et permettre d'assurer notre développement qui est l'avenir, encore une fois, qui est un levier de croissance pour chacun d'entre nous. Et c'est donc les connexions que tu vas trouver au Club J qui vont permettre tout ça. Merci beaucoup. Pierre Vandeville, directeur industriel de Lactips. Alors chez Lactips, figurez-vous que c'est une industrie qui a été créée à partir d'un brevet. C'est rare pour être souligné. L'histoire est née à l'université Jean Monnet de Saint-Étienne. Raconte-nous, Pierre. Eh oui, Yann, tout à fait. Nous sommes largement issus de la recherche. C'est Frédéric Prochasquin, c'est un chercheur à Saint-Étienne, à l'université Jean Monnet, qui a travaillé sur le plastique de l'après-pétrole et qui a déposé un brevet. C'était en 2011. L'entreprise a été créée avec le concours de Marilène Kramatikov, qui est spécialiste en stratégie d'entreprise, en 2014. Et là, nous avions un brevet et c'est là que l'aventure de la start-up a démarré. 2021, nous avons déménagé dans notre nouveau site à Saint-Paul-en-Jarret, à quelques kilomètres d'ici, avec 50 personnes, 7 brevets, et là on enclenche la phase industrielle. Sur un site où on fabriquait jadis des bombes de crème Chantilly, donc à Saint-Paul-en-Jarret, vos enjeux? Alors ils sont à la fois simples et complexes. Simples parce qu'il s'agit de proposer aux marques, aux transformateurs, la possibilité de travailler sur la réduction des matières plastiques, enfin, de la pollution et des déchets plastiques. Alors, et ça c'est simple à dire et c'est compliqué à faire. Il faut développer une gamme de matériaux naturels, biodégradables, hydrosolubles, c'est ce que nous faisons, qui permettent à la fois de répondre à cette question-là de la pollution et à la fois aux besoins des clients. C'est tout le travail de l'entreprise. Vos enjeux, un mot sur les produits, tu as apporté pas mal de choses, on va regarder ça. Oui, Yann, pour vous donner quelques idées, on part de ceci, c'est une poudre, c'est de la caséine. On fait ce type de produit-là, c'est des granulés qui passent dans tous les procédés classiques de la plasturgie. Et on s'en sert par exemple pour faire ceci. Ceci, c'est des étiquettes. Je ne sais pas si on les voit correctement à l'écran. Ces étiquettes, elles sont utilisées pour des marquages temporaires sur des emballages. Des bouteilles, par exemple, qui vont être recyclées. Quand on recycle, il faut nettoyer. Ce produit-là va permettre de partir au nettoyage beaucoup plus facilement et donc favoriser le recyclage. On développe également ce type d'application. Je ne sais pas si ça se voit bien. Un sachet de thé. Alors ça paraît simple, sauf que dans le sachet de thé, il y a également sur le papier, il y a du plastique. Qui dit plastique, dit qu'au recyclage, ça va poser des problèmes. Quand on met le produit que nous développons à la place du plastique, on conserve la fonctionnalité, c'est-à-dire qu'on conserve les aliments et on conserve la possibilité de fermer et de sceller ce sachet. Par contre, on élimine tous les problèmes au niveau du recyclage. Et tout ça sans aucune toxicité. Et puis, à titre encore d'exemple, ici, ça parlera peut-être à certains d'entre vous, faire circuler les produits, des tis de golf, par exemple, ici. Ou ici des clips de vigne. Alors vous me direz quel est le lien entre ces deux produits. Vous ne l'attrapez pas, pardon. Le lien tout simplement, c'est que ces produits-là, ils se perdent dans la nature. Même si on est censé les récupérer, ils se perdent. Et quand on rajoute notre produit à la matière avec laquelle ils sont fabriqués, on a un booster de biodégradabilité et on accélère donc cette biodégradabilité et on supprime le déchet dans le milieu naturel. Voilà tout l'enjeu de l'entreprise en quelques exemples. Du plastique sans plastique, et le Club J, évidemment, cette start-up industrielle a toute sa place au club. Tout à fait. L'ADN du Club J, c'est l'industrie. On est industriel, donc c'était une évidence. Super. Jean-Marie Matelin est avec nous. Bravo. Bravo pour cette présentation. Jean-Marie Matelin de NBC 6, 70 ans que vous produisez dans la Loire, les seuls en France à produire des masque de guerre, et tu en as apporté un. Qu'est-ce que c'est que ça? Donc ça, c'est un produit qui équipe tous les militaires des armées françaises. C'est un masque de protection NRBC, donc nucléaire, radiologique, bactériologique et chimique. Et effectivement, c'est un produit que nous sommes le seul à fabriquer en France. C'est un produit qui est fabriqué dans la vallée du Gier et qui équipe toute l'armée française. Vous équipez les forces armées de sécurité civile. Évidemment, l'État français veut dépendre de
personne et votre supply chain est localisée en France exclusivement. Hein. Tout à fait. Comme l'expliquait Guillaume tout à l'heure, c'est un produit stratégique. Nous devons assurer la souveraineté et être capable de produire ce masque indépendamment du contexte géopolitique. Donc toute la supply chain est basée en France et une partie de la supply chain dans la vallée du Gier. Donc malgré les crises actuelles qui s'enchaînent, la guerre en Ukraine, etc., pas d'arrêt de production. Du tout. L'usine à Saint-Chamond tourne à plein. Et vous détenez donc à Saint-Chamond, on l'a compris, des compétences que personne d'autre ne détient en France. Hein. C'est ici dans la vallée du Gier que ça se passe. La protection NRBC sur la protection des voies respiratoires, donc le masque à gaz, c'est une compétence qui est dans la vallée du Gier et nulle part ailleurs en France. Merci d'être venu nous présenter ce produit ce soir. À tes côtés, Franck Ginet de Thermiloire. Thermiloire, une entreprise familiale qui fête ses 60 ans. Alors ça a été difficile d'amener une boîte de vitesse parce que c'était un peu lourd à mettre sur ce plateau, mais on a la photo d'une boîte de vitesse dont tu vas nous expliquer le parcours à partir de lundi prochain. Oui, donc Yann, lundi prochain, on va recevoir des pièces et notre rôle à nous, c'est de traiter ces pièces pour leur donner des caractéristiques mécaniques et de résistance à l'usure pour qu'elles puissent tenir dans le temps dans les véhicules. Donc lundi matin, Cédric Febraro, donc la société Linamar, représente la société Linamar, va nous livrer ces pièces et puis dans les 2 jours qui suivent, le mercredi, elles te seront rendues, traitées avec toutes les caractéristiques qui conviennent pour tenir dans le temps. Voilà. Et ça va ensuite chez? Et après, ça va donc dans les boîtes de vitesse chez Stellantis, voilà, sur des véhicules automatiques. Donc notre rôle à nous, Thermiloire, ça a été de passer des certifications, notamment l'IATF pour l'automobile, IATF 16949, et on a donc accompagné la société Linamar pour être proche d'eux et pouvoir répondre à leurs besoins. Donc il y a un lien, on l'a compris, entre 2 sociétés membres du club, et le partenariat est né grâce au club justement? Oui, bah, disons que la proximité, le club a fait qu'on s'est rencontrés, puis il y a d'autres sociétés comme Jean-Jacques Laurent, avec qui on travaille aussi également pour l'aéronautique. Voilà. Voilà pour ces exemples. Merci beaucoup. On va parler digitalisation avec Yannick Fayolle. Salut Yannick. Tu as trouvé un exemple tout trouvé justement pour nous expliquer ce que fait Web Media RM avec ce que vous faites pour le Club Gier. Exactement. Au niveau de Web Media RM, on est une agence de communication, donc on accompagne les entreprises dans leur digitalisation particulièrement. On a accompagné le Club Gier sur la refonte du site internet. On accompagne les entreprises et on accompagne le Club Gier sur de la publicité. Certains d'entre vous ont certainement vu les publicités LinkedIn qui sont passées, toujours dans un objectif de performance commerciale, d'accompagnement. Vous avez dernièrement fusionné avec un groupe informatique. Nicolas Naban est avec nous depuis la salle. Où est-ce qu'il est, Nicolas? Salut Nicolas, directeur général de Web Media RM et du groupe SRA. C'est quoi l'objectif de ce rachat? Alors l'objectif de ce rachat, c'est diversifier notre offre avec des compétences qui me semblent aujourd'hui fondamentales dans le monde de la digitalisation. Nous, à l'origine, on est intégrateur de solutions de gestion. Premièrement. Deuxièmement, de s'implanter, d'investir dans une région dynamique. Et troisièmement, c'est de se rapprocher d'une entreprise avec qui on a eu un réel coup de cœur et des valeurs partagées avec le groupe historique, groupe SRA. Voilà pour ces précisions. Yannick, dernier mot. Qu'est-ce que tu penses apporter aux membres du Club Gier? Qu'est-ce que ta société peut apporter? Principalement un œil sur la digitalisation, la performance commerciale, l'utilisation des leviers web dans le développement commercial. L'exemple de LinkedIn est fort. On a fait des formations LinkedIn au Club Gier. Beaucoup de personnes ont besoin de cet accompagnement. Donc aider les industriels qui ne sont pas forcément toujours à la pointe sur ce type de domaine, leur donner des conseils. Ton voisin de gauche ici, sur votre droite, mesdames et messieurs, est aussi un voisin de société. Ça se passe à 500 mètres d'ici, sur l'ancienne piste de test des VAB, les véhicules militaires. Salut Cédric Texier, spécialiste du vérin hydraulique sur mesure. On retrouve vos vérins partout dans l'industrie, et particulièrement dans la sidérurgie et les barrages hydrauliques. Il y a une image qui s'affiche là. Où est-ce qu'on est ici? Alors là, Yann, on est au Maroc, un pays qui compte beaucoup d'infrastructures de barrages. Et donc, on a une idée de la taille du barrage, donc une idée des vannes qu'il faut bouger pour ouvrir et fermer ces barrages.
et donc une idée de la taille des vérins qu'on peut concevoir et produire localement à Saint-Chamond pour ce genre d'application. Ton entreprise a toujours dynamisé son réseau local de fournisseurs et a une préférence particulière pour les entreprises de la vallée du Gier, justement. Ah oui, alors c'est plus qu'une préférence, c'est même un choix déterminé et quel que soit le coût, on s'appuie sur des partenaires depuis plus de 30 ans, sur des partenaires locaux, puisque donc nous on conçoit localement à 500 mètres d'ici, sur la piste des Vabes, comme vous l'avez dit, comme tu l'as dit, et puis on conçoit et on fabrique. Mais il y a des process qu'on ne maîtrise pas, bien entendu, et puis on a des pics de charge, donc on a besoin de partenaires sur lesquels s'appuyer. Et depuis plus de 30 ans, on choisit ces partenaires uniquement dans la vallée du Gier. Uniquement dans la vallée du Gier, sauf que tu fais partie désormais du groupe APS Asim Hydro. Est-ce que ça veut dire que le local, ça va tous finir? Alors pas du tout. En fait, HPS, effectivement, il s'appelle HPS International, puisqu'il est présent dans 28 pays dans le monde, et que c'est une empreinte internationale qui est très importante pour nos clients. On parlait par exemple du Maroc. Mais HPS a toujours eu comme credo la qualité française et le Made in France, puisque malgré ces 28 implantations, la majorité est fabriquée en France ou en Europe et exportée vers les autres continents. Donc quand HPS a acheté Asim, notre Made in Vallée du Gier, on va dire, a tout de suite séduit. Et d'ailleurs, une des premières actions qu'a mené notre nouveau dirigeant, M. Poitrasson, ça a été de visiter nos fournisseurs dans la vallée du Gier. Et donc la vallée du Gier, le club Gier, c'est une évidence pour toi? Ah oui, ça a été une évidence dès que c'est le club Gier qui est venu frapper à notre porte, en la personne de son ancienne secrétaire générale. Et il y a 2 ans et demi, immédiatement, l'aspect entraide, connexion sur tout un tas de projets, de salons, de recrutement, de formation, tout ça m'a paru une évidence. Donc j'ai adhéré dans les semaines qui ont suivi, j'allais dire presque même la semaine qui a suivi. Et en plus de l'entraide, j'ai découvert effectivement la compétence et la convivialité qui n'enlèvent rien à l'ensemble. L'entraide et la convivialité à tes côtés pour faire 7 sur 7 en chic en basket. Ils ont tous mis les baskets ce soir. Didier Forestier de Sept-Forges, tu as une entreprise très énergivore. On va voir quelques images. Toi, tu as un problème de conscience écologique. Tu vas nous expliquer ce que tu mets en place. Oui, et Sept-Forges est une société centenaire également, basée à Lorme. Une société qui forge à peu près 8000 tonnes d'acier par an. Et forcément, le process nous demande énormément d'énergie. D'abord pour forger les pièces, c'est-à-dire chauffer les pièces à plus de 1200 degrés. Et ensuite, toute la partie process traitement thermique qui sont également là très énergivores. On a pris conscience très tôt que notre empreinte en termes d'énergie et forcément d'émissions de gaz à effet de serre était extrêmement importante. Et donc on a cherché et on cherche par tous les moyens à trouver des solutions pour réduire cette empreinte-là, réduire cette consommation pour 2 choses. La première, effectivement, d'un point de vue économique, puisqu'aujourd'hui l'énergie prend une valeur tellement importante qu'il est primordial, voire vital de l'économiser. Et puis la deuxième partie, plus sociale et environnementale, qui est de limiter nos gaz à effet de serre. Pour ça, on a plein de projets dans l'entreprise. Ce n'est pas souvent les projets qui manquent, c'est parfois le financement, mais les projets sont énormes, nombreux. Et on fait feu de tout bois, 2 exemples, de tout acier, pour essayer de mettre en place ces projets. Alors les exemples de projets que nous avons en cours aujourd'hui est le remplacement d'une ligne complète de traitement thermique. On a une ligne aujourd'hui qui est âgée de 40 ans. Forcément, 40 ans, c'était très énergivore. La consommation de l'énergie à l'époque n'était pas le souci. Aujourd'hui, c'en est un. Donc on change cette ligne avec des fours qui vont toujours fonctionner au gaz pour certains d'entre eux, mais avec une efficacité énergétique bien plus importante que celle d'aujourd'hui. Et puis également des fours qui vont passer à l'énergie électrique, qui permet non pas une économie d'énergie, mais qui permet une diminution d'émissions de gaz à effet de serre. Et le deuxième projet qui est presque abouti aujourd'hui, c'est le remplacement d'un compresseur d'air. Nous consommons beaucoup d'air comprimé. Nous avons aujourd'hui 4 compresseurs qui travaillent en parallèle et on est en train de les remplacer par un seul compresseur à vitesse variable sur lequel, bien sûr, toute la partie efficacité énergétique a été vue, revue, étudiée et sur lesquels on implante également de la récupération de chaleur pour chauffer un atelier à proximité.
Pour terminer, un conseil, un tuyau aux membres du club pour accélérer, pour les aider à accélérer leur décarbonation? Oui, un conseil aux membres du club et bien au-delà, parce que ça concerne, je pense, tous les industriels. Je suis moi-même aujourd'hui inscrit dans un programme national qui s'appelle les accélérés de la décarbonation. C'est un programme qui est soutenu par l'ADEME et la BPI et qui permet de mettre ensemble des industriels pour réfléchir aux solutions à mettre en place. C'est très enrichissant, c'est très éclairant, ça permet d'avoir une vision complète sur les économies d'énergie et la décarbonation qui parfois se rejoignent mais ne sont pas toujours sur le même chemin, et c'est particulièrement enrichissant au niveau intellectuel. Très bien, merci beaucoup, on vous raccompagne. Merci à tous les 7 de nouveaux beaux exemples issus de la vallée du Gier. Merci beaucoup. Il est 21h précise. Estelle et Laetitia, mesdames et messieurs, si le club Gier fête ses 30 ans cette année, lui a soufflé ses 40 bougies en 2022. C'était le 17 mai dernier, très précisément. Il est, par ses statistiques et son palmarès, considéré comme le meilleur basketteur français de tous les temps. Jugé plutôt entre 2001 et 2018, il porte les couleurs des Spurs de San Antonio et devient le premier joueur français à avoir été sacré champion NBA, la principale ligue de basket dans le monde. C'était en 2003. Il a été sacré à 3 autres reprises, en 2005, 2007 et 2014. Il est international français de 2000 à 2016 et il mène la France au titre européen en 2013, championnat d'Europe dont il finit meilleur joueur, MVP et meilleur marqueur avec 19 points en moyenne. En novembre 2019, son maillot numéro 9 est retiré par les Spurs de San Antonio pour saluer les succès accumulés au cours de ses 17 années de carrière au sein du club. Il devient à compter de 2014 le président de l'Asvel Lyon-Villeurbanne, championne de France en 2016. 2019 est triple tenante du titre. Le LDLC Asvel est également féminin avec un titre en 2019. Il développe désormais ses affaires dans de nombreux domaines. Nous allons découvrir tout cela avec lui ce soir. Mesdames et messieurs, le quadruple champion NBA, Tipeee pour les intimes, Tony Parker. On va se mettre là. Bonsoir Tony. Bonsoir. Merci d'être. Bonsoir tout le monde. Ça va 750. Ils sont 750 ce soir pour venir t'écouter. C'est pas mal, hein? C'est pas mal. C'est pas mal, hein? Ça va? Ça se passe bien? Ouais. Vous êtes bien calme, hein, et gentil. C'est cool. On va chauffer tout ça. Ouais, j'aimerais bien faire un petit jeu, moi. Vas-y. Je peux faire un petit jeu avec vous? Parce qu'on m'a dit que c'est des chefs d'entreprise, tout ça. J'ai dit c'est bon, hein. On a tous été jeunes, on a tous été un peu un Peter Pan, hein, quand on était petits. Est-ce que je peux faire un petit jeu avec vous alors? Ils sont un peu calmes, mais on va essayer. Vas-y, chauffe, vas-y, c'est toi. J'aime bien faire ce petit jeu en fait quand je fais des interventions. Tu vois, la madame va me dire, oh, qu'est-ce qu'il va nous faire faire? Qu'est-ce qu'il va nous faire faire? C'est un petit jeu très très simple, très très simple. Et si ça se passe bien, j'aime bien offrir des cadeaux. Tu vois, c'est bientôt Noël. Hein? Qui n'aime pas les cadeaux, franchement? Déjà, qui n'aime pas les choses gratuites, déjà? Alors, madame, vous savez quoi? On va faire un petit jeu. Comme on est on peut dire Saint-Étienne, Saint-Chamond. Il faut dire quoi ici, dans cette salle? On dit Saint-Chamond? Saint-Chamond, oui. Saint-Chamond. On va faire les deux. Quand je dis Saint-Chamond, on clappe 2 fois. Ça va? Pour l'instant, ça va. C'est pas trop dur. Saint-Étienne, 1 fois. On clappe 1 fois. Et si je dis la concurrence, c'est Lyon ici. Hein. On va dire attention, Lyon. Hein. Donc quand je dis Lyon, on fait un half clap. Ok? Ah, elle me regarde bizarrement. C'est quoi un half clap? Vous pouvez me montrer? C'est quoi un half clap? C'est quoi? Ah, vous savez pas? Tu vois, l'anglais ici c'est très dur. Toujours très très dur l'anglais en France. Tu vois. Un half clap, madame, c'est comme ça. On n'applaudit pas pour Lyon ici, on est d'accord? Donc on fait un half clap, c'est ça un half clap. Parce qu'elle m'a fait ça, tu vois, un truc bizarre, là j'ai rien compris.
C'est quoi votre prénom, madame? Agnès? Désolé Agnès, hein, vous êtes devant moi, c'est toujours dur d'être au premier rang. Toujours dur. En plus, c'est moi qui ai le micro, vous pouvez rien faire Agnès. On peut commencer? Ça vous va? Je vais essayer encore une fois. Hein. On y va? On peut commencer? Oui. Ah voilà, ça fait plaisir. J'attends depuis 1 heure pour vous parler. Je suis un peu chaud, quoi. On m'a fait boire un peu du vin, je ne sais pas ce que c'était, mais bon, c'était pas trop mal. Bon, on y va. Saint-Chamond, Saint-Étienne, Saint-Chamond, Saint-Étienne, Lyon. J'ai entendu un... Vous appelez comment? Comment? Claude? Vous êtes de Lyon? Non? Ah, pourquoi vous avez clapé alors? C'était limite, hein? Vous avez un peu du mal, quoi. Vous aimez bien long quand même un peu, peut-être. Non. Vous voulez pas que les autres ont des cadeaux, en fait. Bon. C'est quoi déjà votre prénom? Claude. À cause de Claude, on va refaire une fois. Je vais répondre à vos questions, hein, vous inquiétez pas. Claude, on est prêt? Allez. Lyon! Oh là 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 là! Alors là, c'est tout là-bas, là. C'est pas très bon. On m'avait dit que j'avais affaire à des gens intelligents et tout, tu vois, chef d'entreprise. Dernière chance alors. Allez, dernière chance, on va le faire une dernière fois. On est prêt, Agnès? Agnès, chef d'entreprise, hein, faut inspirer les gens. On est en France, positif, hein, on est toujours positif en France. Hein. Non, c'est pas vrai. Allez, on y va. Saint-Étienne. C'était une fois, bien joué. Saint-Chamond. Saint-Chamond, Saint-Étienne, Lyon. Ouais. Ah, c'est bon, on peut applaudir, on peut applaudir. Donc, je dois 750 cadeaux. J'enverrai au... Je ne sais pas qui dirige ici, mais vous aurez un petit cadeau. Ça vous va? C'est vous le patron? Ah oui, je vous ai vu tout à l'heure, c'est vrai. Vous êtes venu me dire bonjour. C'est moi qui vous a donné cette petite piquette en plus. Ouais. C'est gentil. C'est gentil. Ouais, je sais, il y a des problèmes de budget en ce moment, je sais. On passe tous par là en ce moment. J'avais encore quelques petites tartines, hein, mesdames, messieurs. Tony Parker, 6 fois All-Star. Pour les fans de quelques stats pour les fans de basket, je suppose qu'il y en a dans la salle. Tu auras disputé avec les Spurs 1198 matchs, cumulant 15,8 points, 2,8 rebonds et 5,7 passes décisives de moyenne par match. Tu es le premier joueur européen récompensé par un titre de MVP, Most Valuable Player. Meilleur joueur des finales, c'était en 2007. Excusez du peu, mesdames et messieurs. Alors on a envie de rembobiner un petit peu avec toi. On a choisi... le chiffre est peut-être pas pris au hasard, on a choisi 9 photos qu'on va te proposer de commenter. C'est un petit peu par ordre chronologique. Qu'est-ce qu'on voit sur cette photo, Tony? Alors là, on voit ma famille. Donc, j'ai grandi avec un père américain, une mère hollandaise et 2 petits frères que j'ai dû gérer. Hein. Et ils étaient plutôt sages, ça va. Et en gros, j'ai grandi, moi, un peu avec la double culture. J'ai toujours dit que j'ai eu un peu le meilleur des deux mondes. J'avais ce côté un peu américain avec mon père, donc avoir cette mentalité d'être toujours positif, rien n'est impossible. Et ma mère qui ramenait justement ce juste milieu, les pieds sur terre, pas trop s'enflammer et bien gérer, on va dire, les hauts et les bas. Comme je voulais devenir basketteur pro, ils m'ont bien préparé à ça. Mon père était basketteur professionnel, ma mère était mannequin et après naturopathe. Et donc justement, c'était un bon mix pour me préparer à cette carrière. C'est ton premier héros, ton papa, qu'on voit là à l'image? Mon père était, c'est clair, mon premier héros. Après, il y avait lui et Michael Jordan. Mon père, il était de Chicago. Donc on a grandi, on était des grands fans des Bulls. Donc Jordan était une grande inspiration pour moi, que ce soit sur le terrain et en dehors du terrain. Et mon père, c'est clair que ça aide, surtout pour le côté mental, parce que pour moi, c'est ce qui fait la différence entre les bons joueurs, les grands joueurs, les joueurs de légende. C'est le mental qui fait la différence. Je savais quand j'étais petit qu'il y aurait des joueurs qui seraient plus rapides que moi, il y avait des joueurs qui seraient plus grands que moi, des joueurs plus costauds que moi. Mais s'il y avait un truc
qui ne pourrait pas me battre, c'est le mental. Parce que c'est facile d'être champion à l'entraînement, mais quand les lumières s'allument dans le stade et que tu as toute la pression, pour moi, c'est là où tu vois la différence. Et je savais que ce côté-là, c'est ce qui ferait la différence pour moi. Ça se cultive, le mental? Comment c'est inné? Comment tu travailles ça? Pour moi, le mental, c'est quelque chose que tu as ou que tu n'as pas. On peut argumenter. Moi, je pense que c'est quelque chose que tu as en toi. Pour vous donner un exemple concret, je savais que j'étais différent des autres, différent de mes amis. J'avais 15-16 ans, on devait se préparer pour une grosse compétition, et donc 2 semaines avant, je dis à tout le monde, viens avec moi à la piste d'athlée, on va commencer à 6 heures du matin. Au début, j'avais mes 15 amis, tout le monde était là, et le lendemain, il n'en restait plus que 8. Le jour d'après, il ne restait plus que 4, et au 4e jour, j'étais tout seul à m'entraîner comme un fou, et donc je savais à partir de là que j'étais différent, parce que pour être un sportif de haut niveau, il faut faire des sacrifices, il faut savoir ce que tu veux, et c'est vrai que tout le monde n'est pas prêt à faire ça, parce que tout le monde a envie de profiter de la vie, surtout à cet âge-là, tu as envie de faire la fête. Mais moi, c'est vrai que j'étais comme si j'étais programmé dans ma tête, je savais ce que je voulais, j'avais une grosse confiance en moi, et c'est vrai que ça, il faut faire attention, parce qu'il faut trouver un bon juste milieu, parce que c'est vrai qu'en France, quand tu as une grosse confiance en toi, on me disait souvent, quand j'avais 14, 15, 16, que j'avais la grosse tête, et après, à 18, 19, quand j'ai réussi en NBA, on me disait que c'était mon plus gros point fort, c'était devenu ma qualité. Donc c'est pour ça que c'est assez marrant, et c'est voilà, un juste milieu qu'il faut trouver avec cette confiance. Mais le mental, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est en toi et que tu peux après cultiver. Après, il y a beaucoup de débats en ce moment. Est-ce que tu prends un mental coach, mental, un coach mental pour t'aider? Je pense que ça peut essayer de débloquer des choses dans ta tête pour essayer d'atteindre un certain potentiel. Mais quand même, à la fin, je pense que c'est quand même quelque chose que tu as en toi. Quelque chose que tu as en toi. On a pris photo suivante. C'est un lieu qu'on va te demander de commenter. Où est-ce qu'on est là sur la photo? Regarde, tu as les écrans sur ta... Donc là, on est à l'INSEP. C'est l'Institut national, où il y a tous les meilleurs athlètes de tous les sports, sauf le foot, parce que c'est à Clairefontaine, et le rugby à Marcoussis. Donc là, tu as tous les autres sports. Donc c'est là où on a grandi et on a commencé à rêver. C'est là où, au début, c'était un rêve d'aller en NBA quand j'avais 9 ans. Et quand j'ai intégré l'INSEP avec un an d'avance, 14 ans, c'était vraiment devenu un objectif. Moi, j'ai grandi en France et le sport numéro 1 en France, c'est le foot. Et on avait cette mentalité avec cette phrase, avec tout le respect, j'aime pas trop cette phrase qu'on disait tout le temps, le plus important, c'est de participer. Moi, j'avais beaucoup de mal avec cette phrase-là. Parce que moi, comment j'ai grandi et comment je voyais le sport, et quand tu grandis avec Jordan, pour moi, le plus important, c'était de gagner, et il fallait tout faire pour gagner. Et c'est vrai qu'en 98, quand on a gagné avec la France, avec Zizou et Titi, c'était la première fois où je voyais les Français qui se disaient c'est vrai que dans le sport, on peut gagner aussi. Parce qu'à la base, on n'est pas un pays de sport, enfin, on est tous d'accord, on n'est pas un pays de sport, on est plus un pays de fromage, de vin, on aime bien manger, on est des bons vivants, et j'ai aucun problème avec ça, parce que moi aussi je suis un bon vivant, j'adore ça. Mais voilà, on n'est pas un pays de sport comme les États-Unis. Et donc en 98, moi j'étais très très fier quand on a gagné, parce que moi j'avais cette mentalité-là et j'avais envie de monter la France tout en haut et de prouver aux Américains qu'un petit Français peut jouer en NBA. Tu l'as prouvé évidemment. Avec, on le rappelle, 4 titres NBA. Le club est vraiment très fermé. Vous irez regarder les stats sur Internet pour avoir 4 titres NBA. Il n'y en a pas des 1000 et des 100 de champions. Regarde sur l'écran, on a figé l'image un instant. On va regarder un film tous ensemble et on va donner quelques explications. Nous sommes là en Croatie en l'an 2000. On est à la finale de l'Euro Junior. Il reste 5 secondes 55.
On est en Croatie, mais la France reçoit la Croatie. Donc la France mène 63-62. Donc d'un point, il reste 5 secondes. C'est bien ça? On perd d'un point. Vous perdez d'un point. Alors on va refaire le calcul. Je me suis peut-être trompé. Enfin, en tout cas, c'est hyper serré. Et la suite, on la regarde en image. On va recompter. Ah. On va tranquillement... c'est hyper ralenti. C'est le ralenti. Voilà, le budget. Vous perdez d'un point. Alors, est-ce qu'on recale dans le film qui va à vitesse réelle, normalement? C'est la mémoire, je ne sais plus ce que c'est, RAM, ROM, qui mouline un peu. Est-ce qu'on arrive à recaler? Parce que là, à 2 à l'heure, c'est moins sympa, mais bon, sinon on va commenter. Donc, 1 point à 5 secondes. Et puis, il y a Ronny Turiaf qui surgit nulle part. Qui donne la victoire à la France. Donc on est au championnat d'Europe junior. Et j'aimerais qu'on écoute le commentaire derrière sur lequel va réagir Tony. Je ne suis pas sûr qu'on va pouvoir le caler à la vidéo. Alors c'était des images d'il y a 22 ans. Mais bon, vous avez compris que voilà. Donc les Français. Bien expliqué. Mais c'est toi qui va. C'est toi qui va m'expliquer. Je suis vieux, c'est ça? Pardon? Tu es en train de dire que je suis vieux. Je suis un peu encore plus vieux que toi. Donc la France devient championne d'Europe junior et c'est là que naît, c'est un peu là le point de départ, la véritable amitié avec en fait, ce match-là, on est en Croatie, on joue devant 6000 personnes, la salle elle est pleine en Croatie, donc on joue chez eux, personne ne pensait qu'on pouvait gagner. Et donc là, vous avez le tir à la dernière seconde, on gagne d'1 point. Et donc on devient champion d'Europe. Et c'est vrai que c'est là où la flamme elle est née en moi, où j'ai vraiment eu pour l'équipe de France et pour mon pays, de comment j'ai grandi. Parce que moi j'ai grandi avec rien du tout. D'amener le premier titre de l'histoire du basket français. Parce que basket français, et bien voilà comment on se fait des amis pour la vie. Parce que ça, quand on construit dans un environnement aussi difficile, une victoire ensemble, ce sont des médailles en équipe de France. Et petit à petit, je revenais tous les étés. Et en 2013, enfin, on gagne ce titre suprême. Et j'avais vraiment cette impression que si je n'avais pas gagné un titre avec l'équipe de France, je n'aurais pas réussi ma carrière, malgré tout ce que j'ai gagné en NBA. Donc la NBA, effectivement, l'importance de l'équipe de France, c'est véritablement parti donc avec ce titre en Croatie en 2000. Photo ou illustration numéro 5, tu as déjà parlé, mais on va s'attarder encore quelques instants sur Michael Jordan. Est-ce qu'on a Michael en photo? Ah. Alors, quand les médias n'arrivent pas, Roger Giquel, il y a 50 ans, il décrochait un téléphone rouge et il attendait que ça se passe, etc. Dans les années 2022, tu as l'oreillette qui te dit ça va repartir, on passe à autre chose, passe à la question. Ah ben voilà, regarde, ça marche. Michael Jordan, encore, tu as le temps de développer, c'est l'une de tes idoles. Oui, bien sûr. Moi, j'ai grandi en le regardant. 91, les premières finales NBA contre Magic Johnson. Et 92, la Dream Team, les Jeux Olympiques, Barcelone. C'est vrai que là, ça a influencé toute une génération de joueurs européens d'aller en NBA. Et donc, c'est vrai qu'il a eu une grosse influence sur moi sur le terrain, c'est-à-dire cette mentalité de gagnant et de toujours repousser ses limites. Et même en dehors du terrain, dans le business, j'ai eu la chance de le rencontrer, de passer du temps avec lui. Et donc, on en parlera plus tard du business, mais c'est vrai qu'il m'avait donné un bon conseil. Il m'avait dit, je lui avais demandé qu'est-ce qu'on peut faire pour être successful dans le business. Et il m'a dit, passe du temps avec les gens et prends les numéros tout de suite
pendant que tu es en carrière. Parce que quand tu es en carrière, tout le monde veut passer du temps avec toi, tout le monde veut dîner avec toi et que tu leur racontes un peu ce qui se passe en NBA. Et dès que tu es à la retraite, plus personne t'appelle. Ils ont oublié ton numéro, tu es à la retraite et ils passent au prochain sportif. Donc moi, très très tôt, à 24 ans, au lieu de jouer à Fortnite et tous les jeux vidéo, moi je passais mon temps avec des chefs d'entreprise et essayer d'apprendre sur le tas et d'être une éponge et d'apprendre le plus possible. Et d'aller dans leur siège social, dans leur bureau et vraiment à apprendre tous les trucs où moi j'étais passionné parce que mes parents ils m'ont bien éduqué. Je savais très bien qu'une carrière de sportif elle est très très courte et qu'il fallait préparer l'avenir. Michael Jordan qui portait le numéro 9 en équipe américaine avec la Dream Team de 1992. Le numéro 9 que tu as porté, il y a un lien avec Michael? Oui, bien sûr, il y a un lien. Hein. J'aimais bien le 9 parce que Jordan, déjà j'aimais bien le numéro, mais quand Jordan l'avait mis aussi et l'avait porté pendant les JO, c'est vrai que c'est devenu un peu mon chiffre porte-bonheur. Le 9, le chiffre porte-bonheur de Tony Parker. Autre personne qui t'a inspiré? Qui avons-nous là qui a l'air de te crier? Un fou. Là, c'était mon coach, Greg Popovich. Alors lui, sa philosophie, c'était un peu, il a grandi avec l'armée et c'est vrai que c'était très très strict. Et sa vision, il fallait vraiment être fort mentalement. Franchement, on joue comme si on avait peur. D'ailleurs, il y a plein de joueurs qui ne sont jamais revenus. Je parle pas de l'attaque. Moi, c'est la défense. On dit des trucs qu'il faut faire, on sort pas sur les pick and roll, on les laisse chuter à 3 moi, comme j'étais motivé comme jamais et je voulais lui prouver qu'un Français peut être un meneur qui peut amener cette équipe au titre, il le savait et donc il m'utilisait toujours comme exemple pour crier sur moi. Et donc c'est vrai que c'était pas facile les 3-4 premières années. Des fois, je rentrais chez moi, j'avais un peu les larmes aux yeux, tu dis mais il va jamais être content, je pourrais jamais le satisfaire, j'ai pas besoin de ça, mais tout de suite après, je revenais sur, c'est quoi, vas-y, je vais lui montrer, jamais de la vie, je vais abandonner parce que j'ai un coach qui est dur, parce que pour moi, à la fin de la journée, il voulait gagner et moi, je voulais gagner. Et donc, tant qu'il y a ça, qu'on garde en ligne de mire, je revenais tous les jours et c'est vrai qu'après ça s'est apaisé et on a réussi à faire 20 ans, c'est les 20 ans, je crois, même c'est sûr, les meilleurs 20 ans de toute l'histoire de la NBA au niveau de pourcentage de victoires. Il avait cette philosophie qui était assez marrante où il parlait toujours de sa pierre et il parlait de pound the rock. Donc on tape la pierre, et la pierre, elle se cache jamais, donc tu la tapes, et il parlait tout le temps ça. Et le jour où tu tapes la pierre et elle se casse, c'est pas ce coup qui a fait que la pierre a cassé, c'est tous les coups que tu as fait qui a fait que là, la pierre elle a cassé. Donc il parlait tout le temps de tous les entraînements sont importants, tous les matchs sont importants pour que le jour J, on soit prêt pour répondre présent quand on était en finale. Greg Popovich, c'est quoi pour toi un mentor, un père spirituel? Ouais, un mentor, une sorte de deuxième père. Il a vraiment ce côté. Ce qui était bien avec Pop, c'est qu'il pouvait être très très dur sur le terrain, mais après en dehors du terrain, c'était le premier à boire du vin. C'était un grand amateur de vin. Il a plus de 3000 bouteilles dans sa collection. Donc pour moi, en tant qu'Européen qui venait de France, d'avoir un coach qui aimait bien boire après les matchs, c'était parfait pour moi. Comme ça, on pouvait boire un coup, on pouvait vraiment bien en profiter. En plus, il allait toujours dans les meilleurs restos, il sortait les meilleures bouteilles. Donc c'était vraiment génial. Surtout qu'à l'époque, quand moi je suis arrivé en 2001, les États-Unis n'étaient pas encore très bien évolués au niveau de la cuisine. Mais après, il y a beaucoup de chefs français qui sont importés. Et en 20 ans, l'évolution aux États-Unis au niveau de la nourriture et des restaurants ont très très bien progressé. Et donc après c'était super parce qu'ils nous emmenaient partout et donc n'étaient pas à l'abri qu'ils sortent des très très grosses bouteilles. Des grosses bouteilles de En fait, le jeu dans l'avion, c'était essayer d'anticiper, de savoir où il allait manger au resto, parce que si tu manges au même resto que lui, il allait payer. Donc il fallait toujours essayer d'écouter les réunions de coach. On mange où ce soir? Ok, il va là, allez je vais là.
Et comme ça, je prenais une bonne bouteille de Pétrus et je savais que c'est le coach qui allait payer. Quoi. Donc des bons gueuletons, des bonnes bouteilles de vin, mais il partageait aussi avec toi des bouquins de management, il t'offrait des bouquins de management. Ouais, tous les ans, il offrait un bouquin sur le leadership et comment gérer une équipe, comment fédérer les gens. Et donc c'est vrai que c'était assez marrant. Et donc moi, j'avais toujours des trucs sur le leadership. En tant que meneur de jeu et capitaine de l'équipe, il aimait bien m'offrir ça. Que tu lisais avec avidité, évidemment, ces bouquins. Tu faisais des fiches de lecture. Un livre sur deux, ouais, je ne les lisais pas tous. un livre sur deux. Photo suivante, tu as effleuré le sujet tout à l'heure. Donc 2000, les juniors en Croatie. Et puis là, où est-ce qu'on est ici 2013. Là, on est en 2013, là, on fête le premier titre de l'équipe nationale. Et donc, c'est vrai que c'était un grand moment pour moi et pour ma carrière et pour toute notre génération de enfin amener le premier titre de l'équipe de France. Parce qu'en NBA, à 21 ans, je suis champion NBA et on gagne 3 titres en 5 ans. À 25 ans, on gagne le 3e titre. Je suis meilleur joueur des finales, premier européen. Enfin, tout se passe bien en NBA. Mais en équipe de France, on n'arrive pas à gagner. On a des médailles. Mais bon, si tu me connais, tu sais très bien que les médailles de bronze et médailles d'argent, je m'en fous un peu, quoi. Moi, je veux vraiment la médaille d'or. Et j'avais vraiment envie que notre génération soit rappelée comme une génération dorée et pas comme une génération de multimédaillés. Et c'est vrai que ce titre, j'ai couru après pendant beaucoup d'années. Et c'est marrant comment c'est arrivé ce titre, parce que tu sais jamais en fait quand tu vas gagner. Parce qu'en 2011, je pensais vraiment qu'on avait la meilleure équipe de l'histoire d'équipe de France. Et on perd en finale contre une autre génération incroyable contre l'Espagne. Et en 2013, on perd en finale NBA. On mène 3-2. Pour être champion NBA, il faut gagner 4 matchs. Donc on mène 3-2. Et le match 6, on mène de 5 points à 28 secondes de la fin. Donc Claude. T'es prêt, Claude ? Quand tu es à plus 5 à 28 secondes de la fin, combien de pourcentage dans l'histoire de l'NBA tu penses que tu gagnes le match? Combien? Ah, je pense que tu n'as pas compris ma question. 5%? Vas-y, tu peux, on va la refaire. Tu lui as donné du vin rouge, c'est ça? Il me semblait bien. Ah, 95, merci. Là, tu as compris ma question. Parce que 5%, 99,5% du temps, tu gagnes ce match-là. Donc nous, on était dans les 0,5. On a perdu le match. C'était très très dur ce match-là, parce qu'après ce match-là, j'ai jamais vécu une soirée aussi horrible de ma vie. Tout le monde était tellement triste, parce qu'en plus, à 28 secondes, il y a temps mort, Pop, il parle, et puis moi, je regarde même pas Pop, parce que moi, je vois au loin, la NBA, ils sont en train de ramener le trophée, ils sont en train de préparer la cérémonie, tout ça, on pensait qu'on allait gagner, quoi. Et donc, on perd le match, il range le trophée. C'est pire que les Italiens en foot en 2000 contre la France. Exactement, exactement pareil. Un peu la même sensation, exactement. Ah oui, on comprend. Et donc après, il y a le match 7. C'est ça qui est chaud. C'est qu'en plus, nous, on est triste comme si on avait perdu, mais on avait encore une chance de gagner. Et le match 7, on perd. Et donc, on perd cette finale qui était très, très dure à avaler parce qu'en 2013, on avait une équipe vieillissante et on ne savait pas si c'était peut-être la dernière fois qu'on serait en finale. Donc, j'avais du mal un peu à avaler tout ça, et donc je me suis dit, je ne sais pas si je vais aller en équipe de France. Il y avait beaucoup de joueurs qui avaient annulé, ils ne voulaient pas venir en équipe de France parce qu'ils avaient leur contrat, ils avaient leur truc. Et donc moi j'avais hésité pendant 2-3 jours, et après j'ai dit non, c'est quoi, moi je vais en équipe de France, même si on a une équipe de bras cassés, j'y vais. Il n'y avait pas d'intérieur, je me dis ça va être chaud de gagner, et c'est marrant, c'est cette année-là qu'on est champion d'Europe. Et c'est marrant parce que quand tu as des grosses défaites, des fois les grosses défaites c'est la naissance de grosses victoires. Et moi, j'apprends toujours plus dans les défaites que les victoires. Et ça donne un moyen de montrer ton caractère et ta faculté à gérer tout ça. Et donc, en 2013, on est champion d'Europe, je reviens en NBA. Et en 2014, on rejoue la même équipe en finale. Et là, on les défonce. Là. On les écrase 4-1. On gagne de 20 points tous les matchs. Et on joue, là, c'est pas moi qui le dis, hein, le meilleur basket de l'histoire de la NBA, un des meilleurs baskets, une des meilleures finales sur la beauté du jeu. Et tout ça a commencé par une défaite. Donc comme quoi, des fois, les défaites, il faut essayer de toujours trouver un côté positif. En tout cas, moi, je suis quelqu'un qui est toujours positif. Quoi qu'il arrive dans ma vie,
je vais trouver quelque chose de positif. Même quand c'est les trucs les plus négatifs, parce que je me dis, ça va servir à quelque chose. Moi, je crois beaucoup au karma et what goes around comes back around. Tu sèmes des bonnes graines, sois une bonne personne et des bonnes choses vont arriver. Effectivement, Comment on fait pour être positif? Pour moi, c'est une mentalité. C'est une mentalité, mais ça se cultive alors. C'est d'être positif. Et je me lève, voilà, moi je suis souriant, je me dis que j'ai la chance d'être vivant, d'être en bonne santé, de pouvoir marcher. Tu sais, quand tu as eu des trucs comme... moi j'ai pas eu beaucoup de blessures dans ma carrière, mais vers la fin de ma carrière, à 35 ans, j'ai eu la plus grosse blessure de ma carrière. Et donc pour moi, en tant que basketteur, les deux plus grosses blessures, c'est les croisés ou rupture du tendon d'Achille. Donc je fais une action et je tombe, et on est en play-off, on est en demi-finale, et là, je sens plus ma jambe. Mais je me dis, c'est pas mon genou, c'est pas mon tendon d'Achille, donc de toute façon, ça peut pas être très grave. Et on est en 2017, et donc là, mes deux coéquipiers m'aident, mais je m'en rends pas très compte. Je me dis, je peux pas bouger la jambe, mais bon, ça va revenir, quoi. Ils me mettent sur une petite chaise roulante, ils m'amènent dans la salle des kinés, et là, mon docteur, il me touche comme ça, et là, il y a un trou. Il y a un trou en fait, il met son doigt et en gros il n'y avait plus de tendon. Et donc je le regarde comme ça et je dis bon bah j'ai quoi doc, je suis out 3 semaines, un mois, j'ai quoi comme blessure? Et il me dit tu as fait une rupture du tendon du quadriceps. Donc c'est ce qui tient ta jambe, c'est ce qui te permet de marcher. Ça n'existe que normalement quand tu as 60 ans, tu sais c'est des trucs de vieux quoi. Et donc moi je me dis mais attends, comment j'ai pu faire une blessure comme ça? Et il me dit, bah, je sais pas, la force dont tu es allé, bon bref, j'ai fait une blessure qui est plus grave que le tendon d'Achille et les genoux, très très rare, 2% de chance de faire ça. Et là, il me dit, tu es out 10 mois et peut-être tu pourras plus jamais marcher de la même façon. Donc peut-être ma carrière est finie. Donc là, j'ai 35 ans quand il me dit ça. Et là, moi, dans ma tête, bah, tu as les larmes aux yeux, tu dis, wow, je peux pas terminer comme ça, en chaise roulante. La dernière fois qu'on me voit jouer, je sors comme ça. Et là, tout de suite, le soir, je reste positif et je dis c'est impossible que je ne peux pas remarcher de la même façon. Il me dit que tu ne pourras plus jamais plier ta jambe jusqu'au bout. Et là, je fais mon opération 48 heures après. Et pendant 3 semaines, je ne pouvais pas sentir ma jambe. Donc j'étais un peu paralysé, quoi. J'avais besoin de quelqu'un pour m'amener aux toilettes, pour m'amener partout, quoi. Je pouvais pas sentir ma jambe. Et au bout de 3 semaines, enfin, je pouvais faire ça. Je pouvais un peu bouger la jambe. Et donc quand tu es en bonne santé, tu t'en rends pas compte, tu vois, tous les trucs de tous les jours, mais quand on te l'enlève pendant 3 semaines, c'est clair que ça te fait réfléchir. Et là, tous les jours, je prenais ma jambe et je faisais les exercices pour plier parce que je voulais montrer au docteur que je pouvais plier ma jambe et que je reviendrais plus vite que les 10 mois. Et donc j'ai travaillé très très dur, hygiène de vie, fini le fromage, fini le vin, enfin, j'étais en mode hardcore. Et je suis revenu au bout de 7 mois et maintenant je peux remarcher et plier ma jambe normalement, quoi. Mais ça commence avec la tête, quoi, parce que 50% du boulot, de toute façon, quand tu es blessé, c'est dans la tête. Tout passe par le mental. On enchaîne sur les photos. Regarde ce qu'on a mis là. Un petit mot j'en ai un peu parlé. J'en ai un peu parlé. Hein. Donc là, on est avec Tim Duncan et Manu Ginobili, 2 coéquipiers avec qui j'ai joué toute ma carrière. Et donc là, on est en 2014 et c'est notre dernier titre ensemble où on finit, entre guillemets, notre dynastie avec 5 titres pour Duncan et 4 pour moi et Manu. Donc le meilleur trio. Hein, Ouais, on est le meilleur trio avec le plus de victoires de l'histoire de la NBA. Ouais. Et dernière image, la 9e. Là, c'est mon maillot, il est retiré. Donc, pour expliquer à ceux qui ne connaissent pas, on va dire, la tradition, les Américains, ils sont forts pour ça, pour parler de l'histoire, le respect pour les anciens. Là, c'était une soirée en 2019, ils ont retiré mon maillot et ça veut dire que plus personne dans l'histoire des Spurs pourra jouer avec le numéro 9. Donc, c'est un vrai honneur dans le basket. Ils font ça dans tous les sports américains. Où c'est pour te dire merci. En 75 ans de NBA, de l'histoire de la NBA, il n'y a que 10 maillots qui sont retirés dans l'histoire des Spurs, donc c'est très très peu. Donc c'est vraiment un grand honneur.
Et donc après, tout ce que tu peux faire après ça, l'étape supérieure, c'est de rentrer dans le Panthéon, dans le Hall of Fame, le musée du basket à New York. Et ça, c'est encore un truc encore plus haut. Mais déjà, avoir son maillot retiré, même dans mes rêves les plus fous, jamais j'aurais pu imaginer un truc comme ça. Et c'est arrivé pour de vrai devant 20 000 personnes. Vous imaginez, vous irez voir sur YouTube, entre autres, voilà, la cérémonie devant 20 000 fans. Tu rends hommage toi-même à tes coéquipiers, à Greg Popovich, etc. Donc voilà, maillot numéro 9 qui ne sera plus jamais porté aux Spurs de San Antonio. Un petit jeu pour poursuivre. On a ici, on va montrer ça ici à la caméra, la bio de Tony Parker, Au-delà de tous mes rêves. C'est l'équipe qui a édité ça avec les éditions Solar Edition. Et à la fin de ce bouquin, il y a des unes de l'équipe, qui vont être affichées à l'écran. Voilà les unes du journal L'équipe. On va prendre quelques instants. Soit tu regardes ici, est-ce qu'on voit bien l'écran? Tu les vois bien? Quelle est ta préférée? Est-ce que vous voyez bien, à peu près? Donc des unes qui s'étalent de 2003 à la dernière en bas à droite, Un rêve américain, donc au moment de la retraite. Est-ce que ouais, ça fait plaisir d'être en une de Tony Parker? À la une de l'équipe. Bah, si je vais en choisir deux, en fait. L'égal des plus grands, celle-là, elle était sympa parce que c'était le lendemain du titre de champion d'Europe. Oui. Et donc d'être comparé à Zizou, à tous les plus grands sportifs français, c'était vraiment un honneur que le basket soit mis à ce niveau-là. Et excité de revenir, c'était vraiment une sympa parce qu'en 2011, il y avait la grève en NBA. On venait de terminer le championnat d'Europe, on venait de se qualifier pour les JO. Et pendant 2 mois, je suis revenu en France et j'ai joué 8 matchs à Lasvel. Et donc c'était vraiment un truc de malade parce que jamais j'aurais pu imaginer revenir jouer en France pour un club français. Et comme il y avait la grève, j'ai pu jouer ces matchs-là. Donc c'était vraiment un moment sympa et un moment unique. Un moment sympa et unique, et tu as accepté de jouer avec le minimum syndical, le minimum salarial de 1 500 €, vraiment pour aider le club et donc continuer à garder la forme et jouer 8 matchs avec l'Asvel. Pour mieux connaître Tony Parker, tout à l'heure on t'a fait rentrer sur une de tes musiques préférées, on s'est un petit peu renseigné, Coldplay, Viva la Vida, un titre actuel, un livre et une destination. Allez, où est-ce que livre de chevet, allez, par exemple, un livre bouquin de chevet, je dirais 32 Ways to be a Champion in Business de Magic Johnson. J'aime bien ce livre-là, et Magic, il a réussi dans le monde du basket et il a eu une reconversion exemplaire. Donc c'est un livre que j'aime beaucoup. Un titre, t'as dit, de musique? Ouais. Musique. Qu'est-ce que j'écoute en ce moment? En ce moment, je vais parler de l'actu. Ellie Goulding, Still Falling in Love with You, parce que j'ai écouté ça quand je regardais Roger Federer. Ah. J'adore Roger Federer, et c'est vrai que quand il a pris sa retraite, c'est un des meilleurs sportifs de tous les temps qui prenait sa retraite, et je trouvais ça très très beau, les images avec Nadal où ils se sont mis, ils se sont mis plein. Donner la main. Ils ont pleuré tous les deux. Ils ont vraiment bataillé les deux pendant des années et des années, et de voir ces images-là, j'ai trouvé ça très très fort, et d'avoir Eli perform live ce morceau, j'ai trouvé ça super sympa. On l'a encore, Ellie Goulding, pour Tony en régie, non? On va passer, voilà. Une destination, un voyage, à part les États-Unis. Un voyage, cet été, je suis parti en Tanzanie pendant 10 jours. J'ai fait un safari, et c'est vrai que c'était super sympa. Un des meilleurs moments. C'était vraiment des vacances incroyables. C'est vrai que ça fait un peu bizarre. Pas de réseau, pas de téléphone, au milieu de nulle part. On a changé 6 fois d'hôtel. Et c'était vraiment sympa d'être dans les tentes et de revenir comme à l'ancienne. Franchement, j'ai vraiment aimé, et je le conseillerais à tout le monde de faire au moins une fois dans votre vie un safari. Un safari, c'est passé en Tanzanie à 21h39. On va passer à ta reconversion. Tu deviens président en 2014 du
nommé depuis LDLC Asvel. C'est quoi l'histoire de cette présidence du club? Moi maintenant je suis animé par la transmission. Moi j'ai envie de redonner et pendant des années j'ai aidé à travers ma fondation. Quand j'avais 23 ans, j'ai commencé ma fondation. On faisait des dîners, on levait des fonds et on aidait les associations qui nous touchaient, parce que j'ai commencé ça avec ma maman. Après, j'ai fait mes camps de basket. Tous les étés, je revenais en Normandie, là où j'ai commencé le basket, où j'ai eu ma première licence. On faisait les camps de basket et on redonnait de cette façon-là. Et puis après, pour boucler la boucle, c'était prendre un club de basket et créer une académie. Donc on a commencé avec le club de basket en 2014. En 2017, on a repris le club féminin parce que pour moi, je voulais faire un club unique et je voulais aider les deux. En tant qu'ambassadeur de United Nations, moi, je me bats beaucoup pour l'égalité homme-femme. Donc pour moi, c'était important de faire les deux. Et après, en 2019, l'académie, elle est née. Et donc voilà, on continue notre route à travers mon groupe qui s'appelle Infinity Nine Group. Je me concentre sur 3 pôles. J'investis par rapport à ce que je suis passionné. Et donc c'est le sport, l'éducation et l'art de vivre. L'art de vivre, l'éducation, justement, quelques mots sur la Tipeee Adéquate Academy. Alors l'académie, j'avais envie de faire un truc différent, un truc complémentaire dans le système français par rapport à des grandes écoles, ça existe déjà, des grands centres de formation, ça existe déjà. Moi, je voulais mixer les deux et mettre le monde de l'entreprise au milieu de tout ça. C'est pour ça que je me suis associé avec Adéquate, parce que notre promesse, notre slogan, c'est de garantir un job quand ils sortent en fait. Pour moi, c'est très très important que les jeunes ils soient épanouis et qu'ils sortent et qu'ils ont un travail. Moi, je sais très bien que tous les jeunes qui viennent à mon académie, 98% de ces jeunes-là, ils ne seront pas basketteurs pro ou e-sport, parce qu'on a basket, e-sport, musique, tennis et les jeux d'échecs pour l'instant. On est la seule académie, la seule école où c'est obligatoire dans leur cursus de faire les jeux d'échecs. Moi, j'aimais beaucoup ce jeu-là. Je trouve que c'est génial pour anticiper, avoir de trous en avance. Enfin, les jeunes, ils adorent. Et donc, le but, c'est d'être sûr que chez eux, on peut susciter chez eux une autre passion. Parce qu'à la base, ils veulent être pros, mais je sais qu'il y a très peu de chance. Et donc, notre job, c'est de les exposer au monde du travail. Donc, à travers Adéquate, je suis aussi l'ambassadeur de l'Institut des métiers d'excellence avec LVMH. Donc, tous les ans, il y a 8000 métiers que les jeunes peuvent découvrir, il y a des savoir-faire à transmettre. Et donc j'essaie de m'associer avec les bonnes sociétés parce que à travers mon expérience et le temps que je passe avec les chefs d'entreprise, ils adorent les profils d'athlètes. Chez nous, on nous inculque une certaine discipline, on ne compte pas nos heures, on est passionné, on travaille dur. Et donc les chefs d'entreprise, ils adorent les profils comme ça. Donc c'est à nous de bien les préparer, les exposer, susciter chez eux une passion et ils sortent avec un travail. Notre structure qui a de la gueule, quand on associe un quadruple champion NBA avec un décuple champion du monde, TNT ou T+T Management, c'est alors TNT Management, ça c'est plus encore autre chose, c'est plus pour aider les sports où ils ont du mal à avoir des financements. C'est pour les accompagner, pour les aider dans les finances. On sait très bien comment c'est dur pour les athlètes. Enfin, je ne vous apprends rien. Les athlètes en NBA, la stat, c'est 5 ans après la retraite, 60% ils sont broke. Donc, moi et Teddy, on a voulu aider et accompagner les athlètes dans leurs choix, dans leurs finances, leur donner des conseils. Et donc là, c'est surtout sur plutôt les finances et une sorte de 360 management. Et aider les athlètes de haut niveau sur les autres aspects que l'aspect sportif. Oui, et les sports où il y a moins de moyens. On sait que c'est très très dur dans le tennis, dans le golf, Formule 1, tous ces sports-là, et il faut quand même beaucoup de moyens pour pouvoir réussir. Une autre structure également qui est, semble-t-il, sponsor maillot de Saint-Étienne. Smart Good Things. Ouais, Smart Good Things. Alors Smart Good Things, c'est un de mes derniers investissements. C'est vrai que maintenant, par rapport à mes investissements, j'aime bien me concentrer sur quelque chose qui peut avoir un impact, on va dire, sur notre société. Et donc là, on parle d'une boisson de bien-être qui est bon pour soi, qui est bon pour les autres, qui fait attention à l'environnement. Donc il y a 3 semaines, on est rentré en bourse à Euronext, à sonner la cloche là. Enfin, c'était la première fois moi que je faisais ça. Donc c'était sympa. Et donc j'espère, on est une start-up bien sûr, et j'espère
qu'on va continuer à monter et avoir un impact sur les gens. Et c'est vrai que maintenant, je me concentre beaucoup sur ça. Tu disais il y a quelques instants que ce qui t'intéressait, c'était la transmission. Il y a une autre notion aussi, c'est redonner. Tu l'emploies beaucoup, cette formule, redonner à la France ou au basket ce qu'il m'a donné. Je pense que c'est une certaine mentalité. Moi, c'est comme ça que mes parents ils m'ont éduqué. J'ai reçu beaucoup. Le destin m'a souri, mais maintenant, j'ai envie de redonner. Et il y a beaucoup de jeunes qui sont talentueux, mais qui n'ont pas les mêmes possibilités ou les mêmes plateformes, on va dire, pour s'en sortir. Et donc, moi, je pense que, voilà, en tant que... J'ai toujours pris mon rôle d'ambassadeur du basket français très, très au sérieux. Et maintenant, c'est ma façon à moi de redonner. Sur les affaires, on te dit agile et déterminé, même doué, avec une connaissance intuitive du business. C'est signé JMA de Lyon. Un commentaire là-dessus? Non, mais moi j'ai eu la chance d'avoir des super mentors dans le business. J'ai eu pas mal de chefs d'entreprise qui m'ont pris sous leur aile et j'ai appris sur le tas. Et je suis quelqu'un qui apprend très très vite. Et après, voilà, à ma façon et par rapport à ce que j'ai appris dans le monde du sport, moi je viens d'un sport collectif et il y a beaucoup de similitudes avec le monde de l'entreprise. Moi j'adore fédérer les gens. Moi je crois beaucoup à l'union fait la force. Chaque personne est importante dans une entreprise et c'est à toi de reconnaître les valeurs de tout le monde et de les mettre au bon endroit et de les utiliser correctement. Et donc moi j'aime bien traiter tout le monde de la même façon, avec du respect. Et c'est à moi de donner l'impulsion, de donner la vision et après de fédérer tout le monde vers le haut. Et donc voilà, on essaye de faire un groupe passionnant qui peut avoir un impact sur la société et qui essaye de changer les choses, on va dire. Des trucs du manager Tony Parker avec ses équipes, des exemples concrets, parce que dans la salle on va se dire c'est facile, mon manager c'est Tony Parker, j'écoute la bouche ouverte et puis j'obéis, je file droit derrière lui. Et ils vont dire moi je suis manager, je ne suis pas Tony Parker, pas connu, donc voilà, comment... Déjà il faut être exemplaire, il faut être le premier au bureau, le dernier à partir. Quand tu es un entrepreneur, ça commence avec toi. C'est toi qui dois montrer la discipline que tu veux mettre dans ton travail et les gens, ils regardent tout. Pour moi, tu peux pas faire semblant. Les gens, ils sont pas bêtes. Ils voient et ils analysent et c'est à toi, ça commence avec toi. Et plus toi, tu vas être sérieux, plus les gens, ils vont te suivre et ils vont croire en la vision que tu veux donner. Moi, j'ai toujours une vision très très claire à 3 ans, 5 ans, 7 ans, ce qu'on va faire, comment je vois ton rôle, comment il va évoluer. Les gens, ils aiment bien avoir une explication et comment ils peuvent, eux, se voir grandir dans la société. Le fameux sens, donner du sens, le exactement, fameux why exactement. de, comment il s'appelle, Simon Sinek, donner un sens et une trajectoire. Dans les compétences comportementales des managers, chers amis, il y a la fameuse compétence direction d'équipe, la compétence qui permet d'obtenir que les autres se conforment, tu en parlais, à ces exigences professionnelles. On a une autre vidéo, on va revenir au championnat d'Europe en 2013, donc vous l'avez compris, l'équipe de France de Tony Parker, championne d'Europe en 2013. C'était une victoire contre la Lituanie en finale, mais en demi-finale, il a fallu se débarrasser de vos meilleurs ennemis, les Espagnols. C'était très mal parti à la mi-temps et on va regarder comment tu as remobilisé tes coéquipiers à la mi-temps justement. C'est parti. Réveille les gars. Franchement, on joue comme si on avait peur. Je parle pas de l'attaque. Moi, c'est la défense. On dit des trucs qu'il faut faire, on sort pas sur les pick and roll, on les laisse chuter à 3 points. On va pas au rebond. Ils nous agressent, on peut même pas mettre la balle en jeu. Faut qu'on joue plus physique que ça. La Slovénie, on a joué physique. Là, on joue pas physique, là. Ils nous dominent parce qu'ils pensent qu'on est de la merde. Et ça se voit dans leur visage. Ils nous prennent pour de la merde. Donc, qu'est-ce qu'on... Je m'en fous ce qui arrive en deuxième mi-temps. Même si on perd, au moins on joue avec notre fierté. Et on joue dur. Après, on perd, c'est pas grave, c'est la vie. Mais moi, je préfère perdre en se battant. Pas comme ça, là. Là, on se fait défoncer, là. Allez, plus rien à perdre maintenant. Plus rien à perdre. On joue. Le rouge, France.
Antoine, t'as un tir, tu le prends. Alexis, t'as un tir, tu le prends. On n'a plus rien à perdre maintenant. Let's go. Et tu sais quoi, Nando, Antoine, annonce des trucs pour Nico, pour Bobo, 1 fois sur 5 pour moi. Oublie-moi. Révolté, la France pousse son meilleur ennemi à disputer une prolongation qui sera étouffante. En 4 minutes, il ne marque pas un panier. Tu te sens voilà, puissant en défense parce que tu dis ouais, ça fait 3 stops, 4 stops, 5 stops, 6 stops de suite. Donc tu as l'impression d'être limite invincible maintenant en défense, qu'ils ne peuvent plus marquer, ils n'ont plus de solution. C'est là où tu vois toute la rage et les émotions qui sont sorties après ce match-là. Parce que c'est l'équipe qui nous a barrés pendant longtemps. Et c'est ça qui est beau dans notre histoire. C'est que l'Espagne, ils nous ont vraiment poussés à devenir une meilleure équipe. Voilà. C'est bien, vous avez coté un peu les gros mots, tout ça, c'est bien, c'est gentil. On a fait un peu de montage. Donc là, vous avez compris, demi-finale contre les Espagnols, et puis la victoire ensuite contre la Lituanie. Tu as dit ma soif de victoire et de titre, j'essaie de d'éteindre sur eux, sous-entendu mes coéquipiers de l'équipe de France, je leur parle tous les jours. En fait, sur cette compétition, c'est vrai que j'étais tellement, je voulais tellement gagner, j'avais tellement l'impression que on arrive vers la fin de notre fenêtre de gagner un titre, que je me suis dit en tant que leader, je vais passer encore plus de temps. Tous les soirs, j'allais dans leur chambre, être sûr que tout allait bien, chaque coéquipier, être sûr que s'il y avait quoi que ce soit comme problème, par exemple, il y avait un de mes coéquipiers, il jouait pas très bien pendant toute la compète, et après, à force, il m'a enfin avoué que ça allait pas très bien, tu vois, avec sa compagne, et on en a parlé, et en finale, il fait son meilleur match en finale. Et tout ça, en tant que leader, c'est à toi de passer du temps à apprendre à connaître tes coéquipiers et être sûr qu'on est tous soudés pour que la mayonnaise apprenne et qu'on gagne. Et donc, c'est vrai qu'en demi-finale, sur ce speech, j'ai même pas laissé le coach parler parce qu'en fait, c'est sorti tout seul. En fait, c'était 10 ans d'équipe de France, de dures défaites contre l'Espagne, que je me suis dit que quoi qu'il arrive, même si on perd, au moins il faut qu'on perd en n'ayant aucun regret et en jouant notre basket, et pas comme là où des fois on dit beaucoup que les équipes de France dans n'importe quel sport, ils ont peur de gagner, parce que c'était un peu toujours un peu cette complexe d'infériorité ce français. complexe quand tu parles à d'autres pays européens, ils disent toujours la France, de toute façon vous avez peur de gagner, et ça moi ça me rendait fou en fait, ça me rendait fou parce qu'on avait marqué que 18 points à la mi-temps et j'en avais mis 14. Donc en gros, le reste de l'équipe avait marqué que 4 points. Enfin, c'est ridicule. Et donc c'est pour ça que c'est sorti tout seul. Et c'est pour ça que je l'ai dit à Antoine sur ce speech, même arrête d'annoncer des systèmes pour moi, oublie-moi. Parce que je savais très bien que si on allait battre l'Espagne, c'était pas moi en mettant 50 points que j'aurais besoin de tout le monde. Alors, j'ai envie de me mettre à la place d'un manager tout là-haut au dernier rang qui a vu ce film, qui t'écoute parler, mais qui dit... ouais, c'est facile, il y a les images au ralenti, on est dans le sport, etc. Et donc on écoute ton speech à la mi-temps, on est dans du basket.
dans l'entreprise? Est-ce que tu as un exemple récent avec tes équipes? Il n'y a pas la télé, il n'y a pas la médaille au bout. Voilà, un exemple concret de mobilisation, remobilisation d'équipe. Comment tu t'y prends hors basket? Hors basket, je n'ai pas d'exemple là concret, mais je fais exactement la même chose. Je vais voir chaque employé, je demande comment il va, et il faut juste passer du temps. Rien que de passer 5 minutes avec quelqu'un et de savoir comment il va, ça fait beaucoup. Je sais qu'à chaque fois que je fais ça, après je reçois un pavé de mon employé et il est très très content parce que voilà, j'ai pris du temps pour savoir comment il allait. Aussi simple que ça, ce serait mon premier conseil à n'importe quel chef d'entreprise, de prendre du temps à connaître ses employés. Tu sais ce qu'ils disent de toi, tes employés, justement? Non, je sais pas, peut-être je devrais faire patron incognito, je sais pas. Ah ouais, il y a des émissions, là-dessus. On arrive au terme de cet entretien à 21h55, mesdames et messieurs. Question sur ce qu'on appelle en américain la legacy, l'héritage. Quel est l'héritage, l'empreinte que tu veux laisser dans l'histoire du sport? Que j'étais un gagnant, et que moi je jouais que pour gagner des titres. Et dans l'histoire du business? Que j'ai réussi à avoir un impact sur notre société. Si on te réinvite aux 35 ans du Club Gier ou aux 40 ans du club, donc en 2027 et en 2032, on te réinvite, donc dans 5 ou 10 ans, quelle histoire tu viendrais nous raconter? Au-delà de tout ce qu'on a vu aujourd'hui sur les années d'avant, mais en gros entre 2022 et... Je ne sais pas, je dirais toujours, après il y aura toujours des autres projets. Pour répondre à cette question, ça me fait penser à quand on venait dans ma salle des trophées et qu'on me demandait c'est quoi ton titre préféré? Et moi je dis le prochain. Ouais. Il n'est pas là le trophée encore. Le prochain trophée. Ton prochain trophée, c'est, tu en parlais tout à l'heure, l'entrée au Hall of Fame. Il faut attendre un peu de temps après les rumeurs disent que ça sera l'année prochaine. Je suis éligible à partir de l'année prochaine. C'est 4 ans après ta retraite que tu peux être éligible. Et donc les rumeurs disent que je vais être le prochain en 2023, donc on verra bien. Eh ben, on suivra tout ça pour te découvrir un peu plus. Il y a cette biographie et puis le très beau documentaire sur Netflix intitulé The Final Shot, à propos de shot. C'est le moment d'aller en partager toutes et tous, mesdames et messieurs. Il était avec nous ce soir Tony Parker. Du bruit pour Tony Parker, s'il vous plaît. Prochaine actu de Tony Parker, c'est le derby contre Bourg samedi avec l'Asvel. Quelques remerciements. Merci aux équipes techniques d'Audio France, au son et à la lumière. Merci les gars. Merci au comité de pilotage du Club Gier qui a œuvré depuis 1 an et demi aux côtés d'Estelle de l'agence La Brune Pipetti pour la production de cette soirée anniversaire. Coup de chapeau à Maxime Emmanuel, Gilbert Thévenon, Paul Sabot, Lionel Flandin, Zoé Vigier. Sans oublier Cédric Febraro, Yannick Marcon et bien sûr Laetitia Lemaner, la déléguée générale du club. Bon anniversaire au Club Gier. Merci à toutes et à tous. Merci à nouveau, Tony, merci beaucoup. Merci. Tony Parker, mesdames et messieurs. On va faire une photo avec on va mettre un peu de musique et puis on va faire une photo avec les membres du CA, les photographes officiels sont là. Et puis tout doucement, mesdames, messieurs, vous pouvez donc vous retrouver derrière cette scène. Un super cocktail vous y attend, c'est le moment d'échanger et de vous retrouver, ça fait du bien. Merci.